le contexte un peu critique de crise sanitaire, on va dire, qui en est à son début, mais qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être présent, parce que pour certains, je sais que c'est pas toujours évident. On a essayé de respecter un peu les consignes de la préfecture sur le fait que normalement les chaises étaient écartées. Là, je vois qu'il y a des chaises qui sont rapprochées, mais normalement on est supposé être à 1 mètre les uns des autres. Je le dis, c'est pour éviter justement la propagation. On a essayé de faire ce qu'il faut au niveau sanitaire. Voilà, donc voilà. Je voulais commencer par vous faire un petit rappel sur notre démarche, que nous on est à la 4e, notre équipe est à la 4e réunion publique. Donc c'est la réunion où on vous présente notre programme, puisqu'on a fait plusieurs réunions depuis quelques mois, depuis décembre. À chaque fois, effectivement, on a essayé de vous présenter une partie de notre projet, une partie de notre diagnostic, une partie de notre équipe. Et donc aujourd'hui, on en est au programme. On a entamé donc, sur la démarche tout un travail d'aller vers les chronois. On a diffusé un certain nombre de gazettes, 8 en tout, qui vous ont présenté les différents aspects de nos propositions, de nos diagnostics aussi, parce que je pense qu'on ne peut pas faire de propositions sans, à un moment donné, voir de quoi on parle, et notamment de ce qu'on voudrait améliorer. Et donc, pour le coup, nos gazettes avaient cette vocation-là, même si parfois certaines personnes ont eu du mal à le comprendre. On a aussi diffusé des lettres, notamment pour vous exposer la candidature, et puis pour faire aussi un certain nombre d'analyses, appel au rassemblement, et puis un contre-bilan d'un document que notre maire avait diffusé et qui nous semblait plutôt fallacieux sur le contenu. Donc pour le coup, on a jugé opportun de faire un contre-bilan qu'on a diffusé à l'ensemble des Crenois. Enfin, récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, on vous a diffusé le trombinoscope, après le programme qui vous exposait ce qu'était la composition de l'équipe, et vous avez pu constater que notre équipe était très diversifiée, à la fois dans les parcours, dans les âges, dans les expériences, avec beaucoup de personnes d'expérience, beaucoup de personnes investies dans les associations, et à partir de là, effectivement, aujourd'hui, notre démarche, c'est de vous présenter le programme, et plutôt que, voilà, comme on fait dans certaines équipes, plutôt que d'avoir quelqu'un qui monopolise la parole, j'ai souhaité ce soir qu'un certain nombre de membres de l'équipe vous présentent, en fonction des thématiques qui sont dans leurs affinités, des parties de notre programme. Comment va se présenter donc la soirée? On va avoir effectivement différentes présentations, et je vous propose qu'on passe aux questions-réponses une fois que ces présentations sont terminées, pour pouvoir avoir un débat riche et qu'on puisse rebondir les uns sur les autres, pour pas que parce que c'est souvent le problème quand on fait des successions de présentations, celui qui arrive à la fin, c'est lui qui a le moins de temps, et finalement, si le sujet est important, on n'a pas le temps de l'aborder. Donc l'avantage de cette présentation-là, de cette façon d'organiser les débats, c'est que, on va dire, toutes les thématiques auront leur place, puisque les questions ne seront pas nécessairement hiérarchisées. Vous pourrez directement attaquer sur les sujets qui vous préoccupent par rapport à ce programme. Voilà. Donc je propose que, comme dans le programme, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, et alors ce soir on n'a pas prévu de QCM, on aurait pu, parce que ça fait un peu de temps qu'on l'a diffusé. Je propose qu'on commence, comme la première de nos priorités, en tout cas celle qu'on a annoncée dans le programme, mais aussi tout au long de notre démarche d'aller vers les Crenois. Je propose que la première des priorités et la première des démarches qu'on présente, c'est celle en matière d'éducation. Yacine. Merci, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Rapidement, je me présente, Yacine Kada, j'ai 43 ans, j'habite à Crosne depuis une dizaine d'années. Je suis responsable d'un service vie éducative sur une commune du territoire du Val-d'Ier-Val-de-Seine, un service qui fait 80 personnes en gros, entre les animateurs, les animatrices, les ATSEM, la restauration, etc. Voilà. Donc on va pas vous faire la lecture du programme que vous devez connaître logiquement par cœur, mais on va aborder quelques thématiques pour l'équipe de Crosne avant tout. La priorité, c'est nos enfants, ce sont les Crosnois. Et histoire de les mettre dans de bonnes conditions
pour qu'ils démarrent bien dans la vie, c'est l'éducation. L'éducation, ça commence par l'école. Alors l'école, on fait le constat, donc ça fait plus d'1 an qu'on travaille, on fait le constat que, et puis même avant ça, en tant que parent d'élèves, crônois lambda, dès qu'on est amené à déposer les enfants à l'école, on fait le constat, si on est un petit peu observateur et curieux, que les écoles sont, pour certaines, dans un état qui nécessiterait d'énormes travaux, peut-être une reconstruction, voire au minimum une grosse rénovation. Pour d'autres, en bon état, mais avec un problème d'effectif, voilà, sur le bas de Crône. Donc l'idée de l'équipe de Crône avant tout, c'est d'axer le mandat sur une rénovation rénovation et donc des écoles du bas et de l'école du haut. Voilà. La deuxième chose, donc une fois que les enfants sont matériellement accueillis dans de bonnes conditions, il faut pouvoir les accueillir avec des équipes professionnelles, des équipes qui sont formées, des équipes qui sont aptes à encadrer les enfants, les crônois. Et pour ça, donc, on a des choses toutes bêtes. Par exemple, la ville, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la ville de Crône, comme toutes les villes de France, cotise sur une partie de la masse salariale, cotise à ce qu'on appelle le CNFPT. C'est le Centre national de la fonction publique territoriale. Et donc, à ce titre-là, les animateurs, mais aussi tout le personnel de la ville, en gros, a le droit de bénéficier de formations. Donc, je ne suis pas certain que ça soit un levier qui soit activé aujourd'hui. Nous, on propose de poser un plan de formation des équipes d'encadrement. Voilà, c'est quelque chose qui coûte rien puisque la ville paye déjà une souscription au CNFPT. Ensuite, l'idée. Le plan mercredi, rapidement, le plan mercredi, c'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, auquel la municipalité actuelle a fait le choix, c'est un choix qui est tout à fait respectable, mais qu'on ne partage pas nous, a fait le choix de ne pas activer ce plan mercredi. Le plan mercredi, c'est un dispositif qui permet aux collectivités locales de souscrire un contrat, de dire à l'État, voilà, un contrat. Nous, on s'engage, la ville de Crône s'engage à proposer des ateliers, donc des ateliers éducatifs, avec un partenariat appuyé, basé sur le tissu associatif local. Une fois qu'on a souscrit ce plan mercredi, l'intérêt, c'est donc déjà de formaliser les choses. Une fois qu'on les a formalisées, une fois qu'on les a annoncées en début d'année scolaire, une fois qu'on les a annoncées, c'est un engagement. L'intérêt, donc, il est tout d'abord pour les jeunes crônois, il est éducatif, et il est aussi pour la ville, il est, on va pas se cacher, il est aussi pécunier, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé un plan mercredi, ben on double à peu près, si je dis pas de bêtises, on double la subvention qui est attribuée par la CAF, les allocations familiales, on double la subvention qui est allouée par heure et par enfant. Voilà, tout simplement. Ensuite. Excusez-moi, je voudrais juste savoir. Oui. Vous avez posé des questions après. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Donc je voulais savoir un petit peu. Petit jingle. La petite enfance. La petite enfance, c'est un sujet également sur la ville. Donc, tout ce qu'on pose là, encore une fois, c'est un constat. On a diagnostiqué et on sait que la ville, aujourd'hui, possède une structure qui ne tourne pas comme elle pourrait tourner. C'est-à-dire qu'on offre un certain nombre de places et en optimisant les contrats qu'on propose aux parents, l'idée, c'est de proposer environ un peu plus de 20 places supplémentaires. Alors pour être plus précis, on table sur 23 places supplémentaires en optimisant le fonctionnement de la structure petite enfance. Concrètement, c'est encore un contrat qu'on passe avec la CAF, qui subventionne et qui nous permet, et qui nous dit, la CAF alors nous dit, on vous subventionne une structure, mais l'idée c'est de la faire tourner au maximum possible. C'est-à-dire que dans l'intérêt des parents crônois, la CAF subventionne, mais il faut pour cela que la structure soit rentabilisée. Et rentabilisée, c'est quoi? C'est on met une structure, un agent pour accueillir un enfant. Il faut que l'agent puisse, il faut que la ville puisse offrir
le plus de place possible en fonction de la taille de la structure, du nombre d'agents pour encadrer, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, on fait le constat que la structure ne tourne pas comme on pourrait la faire tourner, juste avec la structure existante et le nombre de postes d'encadrants. C'est-à-dire que ça ne coûte pas grand-chose de plus, voire rien. Okay, je ne sais pas si c'est bien clair, mais voilà. N'hésitez pas, après on aura les questions plus tard. Donc ça, sur la petite enfance. La jeunesse aujourd'hui, on a une nouvelle structure que vous avez tous, je ne sais pas si vous avez visité, mais alors c'est un chouette projet. On envisage nous d'aller vraiment au-delà et de faire tourner cette structure comme elle le mérite. Moi, qui suis issu de la jeunesse, je fais le constat ici. Je suis responsable d'un service jeunesse aussi depuis une quinzaine d'années. Je fais le constat que les jeunes arrivent toujours en fin de boucle, c'est-à-dire que les jeunes arrivent toujours à la fin. Quand on pense éducation, on pense souvent à la petite enfance, placée en crèche, on pense souvent à l'enfance, mode de garde en centre de loisirs. Mais comme les jeunes, les parents peuvent les laisser à la maison de manière autonome, on se dit, les communes se disent, c'est chouette, c'est pas forcément un besoin de mode de garde des parents, donc on pense aux jeunes à la fin, souvent la dernière roue du carrosse. Nous, c'est pas l'idée. Il y a une structure, on aimerait la faire tourner, on a plein d'idées pour associer les jeunes à la vie de la commune, notamment en créant ce qu'on appelle vulgairement un conseil consultatif de la jeunesse, c'est-à-dire que les jeunes s'emparent de leur projet, ils ont des idées, ils viennent et la ville les accompagne, dans la création de leur projet. Les accompagne comment ? Souvent, c'est un accompagnement par le biais d'information. C'est pour ça que nous, on parle de l'ouverture d'un point information jeunesse. Mais c'est également, on ne va pas se cacher, c'est doter ce groupe de jeunes, doter d'un budget. Alors les jeunes, on ne leur donne pas des sous dans la poche et allez vous amuser, c'est génial. C'est un crédit, une ligne municipale, un crédit du budget municipal qui sera alloué concrètement et au conseil municipal d'enfants et au conseil consultatif de la jeunesse. Alors on va les appeler peut-être autrement, mais le principe est là. Ça veut dire que les jeunes, les enfants, les ados se verront dotés d'un budget et l'idée c'est de les impliquer dans la vie de la ville par le biais de projets d'intérêt commun pour la ville. Voilà. Écoutez, ça sera déjà pas mal. Merci Yacine. Alors, le deuxième sujet qui nous préoccupe, c'est effectivement, dans l'ordre des priorités, on le fait, vous avez remarqué que le programme était aussi construit sur cette dynamique-là, c'est-à-dire première priorité l'école, deuxième priorité l'écologie. Et donc, je vais demander à Audrey de nous présenter dans les grandes lignes le projet qu'on a autour de l'écologie. Merci Christophe, donc je me présente rapidement également, Audrey Bougard, 43 ans, ça fait 8 ans que je suis crônoise et pour la petite histoire, j'ai fait des études de géographie et c'est à ce moment-là, pendant mes études, que le sujet de l'écologie m'a intéressée fortement. Et je vais commencer donc par une petite légende, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une légende amérindienne. Un jour, un terrible incendie s'est déclaré dans une forêt. Tous les animaux se sont empressés de courir pour échapper à l'incendie, sauf un petit colibri. Un petit colibri est allé chercher quelques gouttes d'eau dans son bec, il a commencé à les mettre sur les flammes. Le tatou est venu le voir et lui a dit « Mais colibri, qu'est-ce que tu fais? Jamais tu ne réussiras tout seul à éteindre l'incendie. » Il lui a répondu « Non, mais je fais ma part. » Et je pense que chacun d'entre nous peut faire sa part. Et effectivement, dans une ville, on a plus de poids pour faire sa part que chacun de notre côté. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais si moi je fais quelque chose, personne d'autre fait rien à côté, ça va servir à rien. Et non, parce que dans notre programme, par exemple, nous avons pour projet de construire plus durable. C'est-à-dire que déjà, nous allons conserver le caractère villageois de Crône. Nous allons faire en sorte d'assouplir les règles d'urbanisme pour pour faire des constructions à performance énergétique, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de maisons
à Crosne avec des panneaux solaires ou alors des maisons basse consommation, voire des maisons qui ne consomment pas du tout. Et tous les établissements publics neufs seront certifiés HQE, haute qualité environnementale. Ensuite, nous allons, comme l'avait dit Christophe lors de ses précédentes réunions, augmenter le taux d'aménagement pour les promoteurs de 8 à 20%. Pardon, la taxe d'aménagement pour les promoteurs de 8 à 20%. Nous allons également réhabiliter le cœur de ville, chose que nous pouvons faire avec l'État, et ce qui pourra conserver plus un esprit village à Crosne, c'est-à-dire que nous pourrons refavoriser les commerces, l'offre de services. Et le fait est que Crosne est une ville très, très sympathique dans laquelle on peut vivre, mais il y a un gros problème au niveau des transports. C'est-à-dire que la régularité des RER n'est pas vraiment très bonne pour ceux qui ont l'habitude de prendre la ligne D, ils le savent. Donc nous travaillerons avec les associations des usagers pour pallier à ça. Et le souci, c'est aussi qu'écologiquement, on dit « Ah ben oui, mais si tout le monde prend sa voiture, c'est pas très écologique », sauf que nous avons peu de propositions au niveau des transports en commun à Crosne. Donc nous allons améliorer également les lignes de bus pour pouvoir en avoir plus fréquemment en semaine et le week-end. Ensuite, nous pouvons, pour conserver le caractère villageois et écologique de Crosne, avoir une façon de vivre plus durable. Donc en créant un marché des saveurs pour avoir une alimentation plus saine, avec des producteurs locaux, parce que le local c'est très important aussi et c'est de plus en plus, on va dire, à la mode, mais là c'est pas du tout pour surfer sur une vague, c'est vraiment parce que quand on y réfléchit, c'est ce qu'il y a de plus logique. Il y a pas de transport, ça va quasiment directement du producteur au consommateur. Donc ça permettra aussi donc d'avoir des produits locaux pour les cantines et le portage des repas. Et nous pourrons également créer une cuisine centrale avec les villes avoisinantes. Donc ce serait chouette de se dire on mange local. Et on pourra agir pour l'environnement en agrandissant le parc du Moulin pour en faire un lieu de préservation de la biodiversité urbaine. Et donc les abeilles maraîchères, que je ne sais pas si vous connaissez, ça permet d'avoir des paniers de légumes locaux. Et nous allons en faire un partenaire d'un projet municipal écologique qui nous permettra, par exemple, la production de fleurs, la location de vélos électriques. Nous ferons aussi en sorte de planter un arbre à chaque naissance. Comme ça, nous allons avoir plus d'arbres à Crosne. Et nous pourrons organiser également des opérations de zéro déchet dans les écoles ou les parcs. Je ne sais pas si vous voyez régulièrement, moi je sais quand je me promène avec les enfants, un peu partout on voit des canettes, des choses comme ça. Il y a même un endroit où je sais qu'il y a une valise et une chaise en rotin. Voilà, lors de ce genre d'opération, en fait, on pourra nettoyer notre ville et faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de le faire après. Enfin, j'espère. Merci. Je voulais juste faire un petit commentaire sur les présentations. C'est vrai que aucun d'entre nous n'est professionnel de la politique. Je le dis parce que ça peut paraître délicat de prendre la parole devant les gens et on n'a pas tous l'habitude de le faire. Et donc voilà, je voulais remercier tous ceux qui sont là ce soir, parce que c'est vrai que c'est un exercice difficile de prendre la parole et d'essayer de défendre un projet, même si on a travaillé dessus depuis 1 an, même si on a fait des groupes de travail, même si chacun d'entre eux a piloté un collectif pour essayer pour écrire ce projet. Voilà, aujourd'hui on est dans un autre exercice qui est celui de présenter ce projet.
Et c'est pas toujours évident. Et voilà, je voulais vous féliciter tous pour ce courage, même si je vois bien le stress de certains et de certaines qui apparaît. Voilà. La suivante, donc, est Emmanuel Bretin, et qui va nous présenter notre démarche autour de la démocratie. Tout à fait, merci Christophe. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, moi je suis vraiment fière de m'être engagée aux côtés de Christophe pour porter un projet communal volontaire, solide et responsable, à l'écoute des préoccupations des Cronois, vraiment à l'écoute. Comme dit Christophe, on a travaillé vraiment depuis 1 an pour solliciter Cronois, pour savoir quelles étaient vos préoccupations, quelles étaient aussi vos propositions. Et aujourd'hui, ce terme de démocratie participative a un sens. Dès notre arrivée à la mairie, nous nous engagerons à instaurer une démocratie participative où le mot transparence aura une valeur forte. Aujourd'hui, on peut remarquer la défiance croissante des citoyens à l'égard des gouvernants, la hausse de l'abstention dans certaines catégories. Et la démocratie participative désigne dans sa définition, on va dire la plus simple, l'ensemble des démarches et des procédures qui visent à associer les citoyens ordinaires au processus de décision sur les projets de notre ville. Voilà, nous souhaitons, vous, Cronois, vous impliquer dans ce que nous allons entreprendre. Nous voulons vous permettre de contrôler la gestion municipale en créant un observatoire indépendant pour évaluer les projets municipaux et en mettant en ligne sur le site internet les délibérations, les décisions prises pour la ville. Nous allons mettre en place des conseils de quartier, et ça en tournant et en distribuant nos flyers, beaucoup nous ont demandé ces conseils de quartier. Nous allons mettre en place des réunions publiques, des consultations. Nous allons vous donner la parole et plus que jamais mettre Crosne au centre de vos préoccupations et propositions pour construire ensemble une ville qui nous ressemble, qui vous ressemble. Et dès à présent, nous sommes engagés en signant la charte éthique pour une gestion communale exemplaire. Alors je ne sais pas, c'est ce petit document, j'espère que vous l'avez tous parcouru. Notre comportement se doit d'être irréprochable et nous serons pour notre ville investis, responsables et enthousiastes. Nous respecterons notre devoir d'assiduité et les règles de non-cumul de mandats. Nous nous engageons également au respect des droits de l'opposition. Nous nous battrons pour que notre ville soit mieux reconnue par l'agglomération et le département. Il est grand temps de travailler sur le sujet et de mettre Crosne en avant. Nos engagements démontrent très facilement que ce n'est pas ce que propose la municipalité actuelle depuis 6 ans. Un vent nouveau de dialogue et de transparence doit souffler sur Crosne. Merci Manuel. Le 4e volet de notre programme porte sur la solidarité et donc je vais proposer à Lionel de nous exposer les différentes idées qu'on a construites au cours de cette dernière année. Alors je m'appelle Lionel Cerquera, je demeure à Crosne depuis maintenant 18 ans. De par mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de créer des emplois sur Crosne, parce que j'étais employeur, et d'avoir différentes activités, d'où la raison pour laquelle je suis très très investi sur cette ville, et vraiment j'ai envie également d'œuvrer pour que la solidarité soit, je dirais, un exemple en étant à l'écoute et attentif à tout ce qui représente la solidarité dans une ville. On a un programme, bien sûr. Sur ce programme, on va parler des personnes qui ont besoin de bien vieillir à Crosne. On va également parler du logement. On va parler aussi de la lutte contre la précarité. On va parler des personnes dépendantes et puis également des personnes qui sont nettement moins dépendantes. Pour tout ça, il faut avoir des idées, mais il faut aussi être à l'écoute, il faut aussi s'intéresser, il faut aussi aller voir les gens, savoir comment ils vivent, dans quelles conditions ils vivent, où ils vivent, ce qui pourrait effectivement leur apporter un plus, et ce qui pourrait être aussi fait pour leur permettre d'aller doucement, mais beaucoup plus loin dans la vie. La solidarité est très vaste, c'est une chaîne où effectivement, au cours de la vie,
on vient se greffer. Alors ça peut être effectivement à partir d'une naissance, ensuite effectivement quand on cherche un travail, ensuite quand on a besoin, je dirais, de vivre dans une ville avec toutes les commodités que ça peut apporter, et puis ensuite effectivement vivre décemment, avoir également de quoi loger nos jeunes, avoir de quoi loger aussi nos personnes qui ont besoin d'un logement différent. Il faut aussi savoir ce dont les personnes ont besoin pour savoir si leurs logements sont adaptés ou pas à leurs besoins et à leur cadre de vie. Pour tout ça, nous avons pensé à certaines choses. Nous souhaitons mettre en place une maison de l'amitié dans le Haut-de-Crône. Pourquoi ? Simplement parce qu'on s'est rendu compte que sur le Haut-de-Crône, on a beaucoup de personnes âgées, mais aussi beaucoup de personnes qui ont plus de difficultés à pouvoir se déplacer du fait que beaucoup de résidences n'ont pas d'ascenseur et que par conséquent, ces personnes qui sont dans ces logements, eh bien, pour pouvoir se déplacer, éventuellement aller sur certains endroits de Crône, s'il y a une proximité, ce serait beaucoup plus facile pour elles. Nous avons également décidé de lutter contre l'isolement et la précarité. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on laisse vivre une personne dans la précarité, eh bien ce n'est pas digne d'une ville, ce n'est pas digne de la solidarité, et ce n'est pas non plus digne sur un point de vue humain. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, est très très important. L'isolement, il arrive très très vite. Il suffit des fois, tout simplement, que la personne se retrouve dans une situation où, autour d'elle, les choses ne sont plus suffisamment adaptées pour que cette personne puisse avoir une relation sociale avec les autres. Donc il faut être attentif à cela. Nous avons également, et on va encore en reparler, la fameuse navette, qui normalement est censée pouvoir faire la jonction entre le bas et le haut de Crône. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont été lancées sur cette navette. Elle n'a jamais vraiment fonctionné. En tout cas, je ne l'ai jamais vu, moi, fonctionner correctement. Et plusieurs idées ont été lancées pour son fonctionnement, mais à chaque fois, des choses ont fait que ça ne s'est pas fait. Après, si vous voulez, je répondrai à votre question après par rapport en fait au constat et éventuellement ce que moi j'ai pu voir sur le groupe de travail. Le logement social. Alors évidemment, c'est important parce qu'on peut toujours développer des constructions neuves avec un quota effectivement de logements sociaux, mais en fin de compte, on se mord un petit peu la queue parce qu'on reconstruit, on a besoin de logements sociaux et on n'arrête pas. Sur la ville de Crône, et lorsqu'on se promène sur l'avenue de la République, on se rend compte que beaucoup de logements aujourd'hui sont murés, ou bien que des personnes à l'intérieur vivent dans des situations qui ne sont pas vraiment décentes. Nous pensons qu'il est judicieux, après avoir recensé effectivement tous ces logements, éventuellement de les réhabiliter avec un processus intelligent qui peut être du genre, par exemple, si certaines personnes n'entretiennent pas leurs locaux et que des personnes vivent dans l'insalubrité à l'intérieur, eh bien, avec et en accord avec les propriétaires, éventuellement peut-être de financer tout simplement la remise en état de ces logements, avec la contrepartie effectivement d'une occupation proportionnelle à l'investissement, et ensuite effectivement à l'issue de tout cela, eh bien la personne aura non seulement un logement qui sera décent, le propriétaire un logement également qui sera louable, et la personne pourra vivre à l'intérieur dans la dignité. Et s'il n'y a pas de problème avec ces personnes durant toute une location, un propriétaire n'a ensuite aucune raison non plus de ne pas garder son locataire. On pourra en rediscuter après, je le fais assez rapidement pour aborder plusieurs sujets. Ensuite, il faut également une offre locative innovante. Il faut des petits logements en direction des jeunes crônois, puisqu'effectivement, dernièrement encore, en regardant sur la vitrine de la boulangerie qui est sur le centre de Crône, sur la partie basse, j'avais vu marqué « à louer 15 mètres carrés, 500 €. Voilà, je pense qu'effectivement, en voyant effectivement vos regards, on se rend compte que ça, c'est pas possible. Je veux dire, pour nos jeunes, effectivement, il faut des petites surfaces, mais également des petits prix qui vont avec les petites surfaces, parce que sinon, c'est pas possible sur Crône. Il nous faut également soutenir les commerçants. Alors, les commerçants, nous avons été les voir régulièrement. Aujourd'hui, ils sont un petit peu isolés, tous, parce que ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils n'ont pas de lien avec une personne qui est en charge le commerce sur la mairie.
Beaucoup nous disent, on n'a jamais vu l'élu qui effectivement avait en charge le commerce. Nous avons des idées. Nous voulons déjà valoriser effectivement le commerce, mais nous voulons également rapprocher les Cronois du commerce. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a eu dernièrement une manifestation. Sur cette manifestation, on a demandé aux commerçants de décorer leurs vitrines. Beaucoup ont fait des efforts. On les a rencontrés, on nous a dit oui, on a fait ces efforts, mais en fin de compte, on n'a pas vraiment été contactés, on n'a pas vraiment été remerciés. Personnellement, je pense qu'il aurait été plus judicieux que ces commerçants décorent effectivement leurs vitrines, qu'en même temps, des personnes rentrant dans les boutiques puissent noter elles-mêmes quelles étaient effectivement, je dirais, les plus belles vitrines, qu'à l'issue de cela, nous faisions un tirage au sort des personnes qui ont voté, et qu'ensuite, la personne qui aurait gagné offrait un bouquet à la personne qui a été sélectionnée. Ça permet effectivement de, je vous dis, créer en fait une relation pour que les personnes rentrent dans les commerces, de valoriser les commerces et que les commerces aussi soient assez proches des Cronois. Et puis je vais finir, c'est bon ? Merci de m'avoir écouté. Il allait manger la partie de son collègue, c'est pour ça que je l'ai arrêté. Parce que la partie convivialité, effectivement, c'est Yvan, pardon, qui va nous la présenter. Yvan Clairet. Merci, bonsoir à tous. Donc, je suis Yvan Clairet, j'habite Crosne depuis 54 ans. Et avant Crosne, ma famille habitait à Hyères, donc en fait, toute ma vie est inscrite dans cette vallée de l'Hyères, que j'aime beaucoup. Je suis très heureux de m'être engagé, c'est la première fois que je fais cette démarche et je dois dire que je suis assez content de cette initiative et de ce rendez-vous avec vous ce soir, de vous retrouver ici. Merci d'être là. Donc en général, quand on arrive sur la partie culture, on se détend un peu, les choses vont mieux. Cependant, on a mis dans notre programme un certain nombre de constats également, et que l'on a rassemblés sous une formule dynamiser la convivialité ou cultiver la convivialité. Alors comment on fait pour cultiver la convivialité ? La première chose à faire quand on arrive en responsabilité, c'est de rencontrer les acteurs de la vie locale. Et c'est pour ça que notre première action sera d'organiser les assises de la vie locale à Crosne. Et donc nous rassemblerons dans une même salle, nous rassemblerons les associations, toutes les associations à caractère sportif, à caractère culturel, à caractère social, à caractère récréatif, à caractère patrimonial. Nous les rassemblerons, nous les écouterons, nous présenterons et puis nous essaierons de synthétiser tout ça dans un document où nous prendrons des engagements et notamment l'engagement de mettre en œuvre les solutions, les propositions qu'elles feront. Parce qu'on se rend compte, et vous le savez, à Crosne, il y a un tissu associatif qui est très riche. Crosne compte une soixantaine d'associations à caractère sportif et culturel, 64 exactement, 24 à caractère sportif et 40 à caractère culturel. Ça représente des subventions, c'est un budget en 2019 de 94 000 €, donc c'est pas rien. Et bien entendu, notre premier engagement, c'est de continuer à accompagner les associations, à les accompagner financièrement autant que faire se peut. Cela étant, on leur tiendra quand même un discours un petit peu différent. On leur dira deux choses. La première chose, c'est qu'on ne subventionnera que des associations cronoises, et je vais tout de suite m'expliquer là-dessus. Et la deuxième chose aussi, c'est de leur demander de s'engager sur une charte de la laïcité, parce qu'on considère qu'on est en République et que, par conséquent, on finance des associations qui prennent un engagement sur la laïcité, sur la liberté de conscience. C'est pour nous un point fondamental. Quand je dis association cronoise, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien entendu, il y a à Crosne des activités que la commune n'est pas en capacité stand-alone, comme disent les Anglais, de proposer. Et que par conséquent, des associations de villes voisines viennent proposer ces activités à des jeunes cronois. Je donne un exemple, le Cercle d'escrime de Hyères, eh bien, c'est une association sportive hyéroise, mais qui a une activité à Crosne pour des jeunes cronois. Eh bien, cette association est éligible à la subvention dans la mesure où des cronois participent aux activités. On n'est pas complètement, je dirais, fermé à ce type de réflexion. Et bien entendu, on regardera la présence de jeunes cronois parmi les membres de l'association pour statuer sur la subvention. Quand je parlais des assises également, peut-être vous donner une idée du calendrier, parce que je pense que si c'est la première chose qu'on veut faire, on voudrait le faire tout de suite. Donc ça veut dire dans le dernier quadrimestre de l'année 2020, avant la fin de l'ONODE par exemple, de manière à préparer le budget 2021,
parce que là aussi c'est une démarche complètement transparente et participative. On parlait de la démocratie participative et on veut aussi avoir cette transparence avec les associations dans les subventions et les finances de la ville. Alors ensuite, je dois donc parler du sport, et c'est vrai qu'on a aussi une volonté d'incitation et d'accompagnement des associations sportives au travers différentes propositions. La première, c'est d'apporter un soutien, et notamment à des projets qui viseraient à installer un nouvel équipement dans le Haut-de-Crône. On a une petite idée en tête, je ne sais pas si on peut la dévoiler, peut-être Christophe tu en parleras plus tard, mais nous avons la certitude qu'il est possible d'installer un nouvel équipement dans le Haut-de-Crône et qui favoriserait une nouvelle pratique sportive. Voilà, je n'en dis pas plus, mais c'est une des grandes idées que nous avons tout de suite eues dans l'écriture de ce programme. Voilà, donc c'était le premier point. Évidemment, on soutiendra toutes les associations sportives qui participent à la vie, je dirais, locale, dans l'animation de la convivialité et de la bienveillance que l'on peut avoir les uns envers les autres par une pratique sportive. Ça rejoint également, mais cette idée n'est pas nouvelle, de la préconisation du sport pour tous au travers, vous savez maintenant, la possibilité qu'a le médecin traitant d'ordonner une pratique sportive aux personnes souffrantes d'une affection longue durée, donc dans un certain contexte que prévoit la loi et le décret, mais on favorisera, on appuiera tout type d'initiative dans ce sens, parce qu'on sait bien que le sport a des effets immédiats sur la santé des patients et que par conséquent tout le monde s'y retrouve. Vous savez que ce dispositif permet par exemple de se faire rembourser à hauteur de 400 € par sa mutuelle le coût de la pratique sportive. Voilà. Nous avons également alors je reviens juste un instant, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai oublié de parler du centre socio-culturel. Désolé, mais c'est effectivement un des points de passage obligés de ma présentation, puisque c'est une des 12 priorités de notre programme. Le centre socio-culturel, ça veut dire qu'on va, dans un premier temps, créer un guichet unique pour les associations. On va sans doute installer ce centre dans la maison 1901, qui est par définition la plus à même d'accueillir ce centre. Donc ça commencera dans un premier temps par un guichet unique, donc un endroit où toutes les associations pourront venir obtenir de l'aide, de l'accompagnement pour des salles, pour tous les moyens logistiques que la municipalité peut mettre à leur disposition. Et puis par la suite, on évoluera très certainement vers une activité de centre socio-culturel en bonne et due forme, et pourquoi pas un agrément de la CAF. Tout cela se fera au fil du temps. Mais ça nous semble aussi très important qu'il y ait un lieu unique où on pourra coordonner les activités, les demandes des associations. Voilà. Quelques mots aussi sur des constats que l'on a faits, par exemple le Café des Arts. On considère qu'il ne rend pas les services que l'on attend, que l'on pouvait espérer de ce lieu, de cet endroit qui a pourtant été réhabilité, rénové. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est le transformer. D'abord, en termes de restauration, on voudrait une restauration beaucoup plus bio, donc en lien avec l'abeille maraîchère, et de proposer, pourquoi pas, dans un circuit court, une alimentation rapprochée des productions locales. Et puis également, on voudrait en faire un lieu où on puisse avoir, je dirais, un peu une sorte de cabaret, donc des artistes qui viennent. Il y a beaucoup d'artistes à Crône, il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs. Voilà, donc ils pourraient très bien se produire dans ce café et en faire un endroit beaucoup plus agréable qu'il ne l'est aujourd'hui. Hein, quand on songe à la scène, par exemple, où les Beatles dans les années 60 se sont produits à Liverpool, elle n'était pas très grande, donc on peut faire une petite scène nous aussi. Hein, pourquoi pas voilà, avoir des artistes de qualité. Voilà, donc nous avons également une ambition sur le festival, sur le carnaval de Crône, le carnaval de Crône, une institution aujourd'hui, mais qui nous semble quand même un peu en déshérence, et nous voudrions la redynamiser, en faire un véritable carnaval de théâtre de rue, et pour ça il faut une ambition. On sent qu'elle n'est pas là aujourd'hui, et nous l'avons parce que c'est quelque chose qui rassemble énormément de Crônois, qui a donné une réputation à Crône que Crône n'avait pas, et que l'on veut retrouver aujourd'hui. Voilà, d'autres projets également dans le programme que vous avez peut-être observé. Nous voulons faire un travail sur la mémoire à Crône, parce que Crône est une ville d'histoire, et nous voulons marquer cette histoire
au travers, par exemple, l'apposition de plaques commémorant soit des bâtiments, soit des personnes, bref, l'histoire de Crosne au cours de ces 200, 300, 400 dernières années. Il y a beaucoup à dire sur Crosne et nous pensons qu'il est possible, je dirais, de laisser une trace à l'égard des Crosnois, des nouveaux arrivants, mais également des plus anciens sur cette histoire crosnoise. Voilà, d'autres voilà, sujets sur la culture. Évidemment, ce que l'on voudrait, c'est participer au foisonnement des activités, de la vie locale. Il y a beaucoup à faire, mais en même temps, on sait qu'il y a énormément d'acteurs à Crosne qui sont tous prêts à retrousser leurs manches et à faire en sorte que notre ville retrouve cette dimension culturelle, récréative, qui était la sienne il n'y a pas si longtemps. Merci à tous. Merci Yvan qui a réussi à nous faire vraiment tout le panorama de ce qu'on propose. Là, effectivement, on arrive dans le dur parce que mener un projet, c'est aussi avoir de l'argent et aussi des équipes. Et donc, je propose à Willy de nous exposer les éléments de notre programme qui en parlent. Bonsoir, donc Willy Tarot, je suis sur la commune depuis une vingtaine d'années. Ancien agent municipal, j'ai travaillé au sein du service jeunesse et sport, de la culture, citoyenneté, multimédia, communication. J'ai aussi été, je dirais, très proche de mes collègues agents communaux avec en charge la partie action sociale, je dirais, au sein d'une association, mais aussi au niveau départemental, puisque j'étais présidente de l'action départementale des fonctionnaires territoriaux pendant quelques années sur l'Essonne. Voilà. Donc, comme Christophe l'a dit, 5 engagements de présentés. D'accord, mais comment on peut mener ces engagements? Alors, pour les atteindre, la première chose pour nous, c'est qu'il faudra gérer avec rigueur et transparence. Et ça, c'est notre 6e engagement. Au service de la qualité. Alors, qualité, tout d'abord, pour une gestion financière. Gestion financière saine. Nous mettrons en place une politique de maîtrise des dépenses qui tient compte du contexte économique difficile. D'abord, afin de connaître les manœuvres réelles que nous pourrons avoir, nous réaliserons dès le début du mandat un audit de la gestion communale entre 2014 et 2020. C'est le meilleur moyen de connaître les réalités de cette gestion sur les 6 dernières années et d'adapter nos projets à ces paramètres. C'est aussi l'occasion de vous faire connaître objectivement l'état financier de la commune, car nous vous l'avons dit depuis le début, nous souhaitons être transparents et la transparence commence par ça. Nous aurons malgré tout une politique volontariste de contrôle des dépenses par notamment la mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement qui se doit de répondre aux priorités que nous avons définies, comme par exemple l'amélioration des écoles. Nous mettrons en œuvre un plan de financement ambitieux mais réaliste qui se pose le soutien de l'État, de la région, du département et de tout organisme financeur d'opération, tant en matière de fonctionnement qu'en matière d'investissement. Mais cela suppose, et nous le ferons, qu'il faut aller chercher ces subventions. Nous voulons aussi négocier des transferts de compétences avec la communauté d'agglomération. Parce que la mutualisation des services permet des économies d'échelle, une meilleure gestion des services proposés et la possibilité de développer des projets nouveaux et de large envergure que la commune seule ne peut pas assumer. Mais ça, pour peu que la commune sache défendre ses intérêts, et nous saurons le faire au-delà de toute accointance. Une gestion rigoureuse passe aussi par l'intérêt porté au pouvoir d'achat des familles crosnoises. Notre volonté est de maîtriser les taux de taxes foncières et de réduire les bases d'imposition. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre la nécessité de supporter les investissements lourds hérités de la gestion de la ville et de donner un souffle économique à nos concitoyens. Qualité ensuite, par le développement d'un service municipal d'excellence et réactif.
Quel Cronois n'a pas souhaité pouvoir faire des démarches administratives sur ses jours de repos plutôt que de courir après le travail ou de devoir poser des jours de congé? Il est important que les services publics soient accessibles aux moments les plus opportuns. Notre projet est d'ouvrir les services administratifs le samedi, mais aussi de favoriser l'accès à la dématérialisation des actes administratifs, l'accueil numérique préambule à l'accueil physique. Placer l'usager au cœur de ses préoccupations et proposer un service de qualité, telle est notre ambition. Dans le même esprit, nous mettrons en place une démarche de certification, un engagement durable et optimal au service des Cronois, sur la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et du traitement des demandes. Notre volonté est de renforcer l'implication des agents de la ville, tout en valorisant leur savoir-faire afin de répondre aux diverses attentes. Et cette implication, cette montée en compétences, sera soutenue par la mise en place d'un plan de formation plus ambitieux et ouvert à tous, mais aussi par le strict respect du droit de chaque agent en matière de confort de travail et de situation professionnelle. La qualité d'un service public, c'est aussi proposer des services d'aide de proximité. Un bâtiment à vocation de service en un point unique se doit de proposer dans ce même lieu des espaces de permanence et de rencontre pour l'accès aux droits. Nous proposerons au sein de la mairie, enfin restaurés et accessibles, des points de consultation gratuites avec des services administratifs tels que la CAF, Amélie, mais aussi des consultations juridiques, des avocats, des notaires, ou en matière d'agression ou de violence sexuelle conjugale. Enfin, parce que nous sommes conscients que les entreprises doivent favoriser l'alternance des jeunes Cronois, favoriser l'apprentissage et accompagner vers l'emploi, nous développerons les contrats d'apprentissage dans les services de la mairie afin d'encourager les jeunes dans leur formation théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme professionnel. Merci Willy. Alors, le dernier point de notre projet, il tourne autour de la tranquillité publique et donc Karine va nous exposer nos différentes idées sur le sujet. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Karine Manan, j'ai 3 enfants, je vis à Crosne depuis environ 22 ans et je me suis fait un petit papier parce que je stresse. Voilà. Donc sur la partie tranquillité publique, il y a plusieurs axes. Il y a tout d'abord la police municipale, il y a un centre de surveillance urbaine intercommunale, la vitesse excessive dans nos rues et le soutien à la parentalité. Donc quand on recherche la définition de police municipale au sens large, on peut lire individu chargé d'assurer par son métier la surveillance du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publique et de faire respecter les arrêtés de police tout en établissant une relation de proximité avec la population. Sur la première partie, ok, il n'y a pas de problème. Mais sur la partie portant sur la proximité, alors là, je pense qu'il y a un oubli de la part de notre police municipale. Je souhaiterais que le dialogue entre la police municipale et la population soit renoué. Il faudrait, outre le fait qu'elle doit bien sûr être respectée par tous, qu'elle dialogue avec les habitants de Crosne, tous les habitants, et ne pas être tout le temps dans la répression. Celle-ci doit également respecter les lois et ne pas mettre des amendes impunément et sans justification. Des travaux d'intérêt généraux pourraient être également mis en place. En effet, quand nos jeunes ont des amendes, ce sont généralement les parents qui les paient. Peut-être que si nos jeunes travaillaient entre guillemets pour la régler, ils n'en feraient pas la bêtise 2 fois. La mise en place de ce centre de surveillance également commun permettrait aussi de faire des économies, en mutualisant des moyens entre les différentes communes. Pour la vitesse excessive, il faudrait revoir le plan de circulation de la ville en entier. En effet, faire des réunions de quartier afin que les nuisances ne soient pas répercutées sur les autres rues. Parce que quand on en modifie une, les autres sont également mises en... Enfin, il y a également des problèmes sur les autres rues, donc ça peut faire des problèmes. Un plan de soutien à la parentalité pourrait être également mis en place afin de restaurer le dialogue entre parents et enfants de tout âge, et ceci en partenariat avec les travailleurs sociaux. En effet, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, mais pas les seuls.
les membres de la famille, d'autres parents, des professionnels peuvent les aider, les écouter et les conseiller dans cette aventure. Je vous remercie. Voilà, maintenant on a fini donc l'exposé des différentes propositions, et donc on va pouvoir passer à la phase des questions-réponses. Si donc il y a des personnes dans la salle qui veulent poser une question, c'est le moment. S'il n'y a pas de questions, on va clore. Qui est d'autre? J'ai une petite question. Voilà. Dans votre plan du mercredi, je n'ai rien contre, mais je voudrais avoir un petit peu plus d'explications, parce que vous englobez les enseignants, les parents d'élèves et les associations. Donc c'est très bien, mais je voudrais savoir un petit peu plus par rapport aux enseignants, par rapport à ce que vous voulez émerger de ce plan du mercredi. Alors, l'idée, c'est d'associer. Ça fait une super transition avec ce que tu nous disais là, le parent qui est le premier éducateur, mais pas, pardon. Surtout des enseignants. Je fais une toute petite transition et après je réponds. Donc le parent qui est le premier éducateur, mais pas le seul. Donc on est dans la coéducation. L'idée, c'est d'associer tous les acteurs. Là, je vois dans la salle des représentants de parents d'élèves élus. Je vois dans la salle donc des enseignants. Il y aura donc les agents municipaux, les associations. L'idée, c'est de proposer sur la création du plan mercredi un calendrier annuel de travail avec des rendez-vous avec des rendez-vous réguliers, et les enseignants, donc leur positionnement là-dedans. Les enseignants donc sont professionnels de l'éducation, et en tant que professionnels de l'éducation, on ne va pas se priver de leur demander d'aller chercher leur avis, d'aller chercher leurs compétences, leur technicité au service des Cronois. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Alors, juste pour préciser, le plan mercredi, c'est un dispositif qui est pas nouveau du tout, puisque en l'occurrence, c'est quelque chose qui est complètement bordé, qui s'inscrit dans un dispositif. S'il vous plaît. Chacun son tour. Donc, qui s'inscrit dans un dispositif complètement bordé par l'État, effectivement, puisqu'en l'occurrence, c'est la conséquence de ce qui s'appelait avant les projets éducatifs de territoire, qu'on a initiés en 2013, et donc qui visait à améliorer la concertation entre la communauté éducative, les fédérations de parents d'élèves et les communes, puisqu'en l'occurrence, le constat qui était fait avant ces projets éducatifs de territoire, c'était qu'il y avait un dialogue qui était un peu monolithique, et que finalement, les villes étant les principaux financeurs souvent de l'activité périscolaire, qu'un dialogue pouvait être utile et même nécessaire. Et donc, en l'occurrence, la principale proposition des projets éducatifs de territoire, c'était qu'on mette sur le papier des projets communs et qu'on puisse articuler ce qui se passe sur le temps scolaire et ce qui se passe sur le temps périscolaire. Ça, c'est l'initiative de départ. Effectivement, il a fallu quelques années pour que les gouvernements reviennent un petit peu sur ce dispositif et fassent en sorte que finalement, cette coopération entre le périscolaire et le scolaire se réduise à ce qui se passait sur le temps du mercredi, puisqu'en l'occurrence, il y avait sur ces temps-là plus de temps sur l'activité éducative informelle, et qu'on pouvait envisager à un moment donné de pouvoir utiliser ces mercredis pour y développer des continuités de projets qui eux-mêmes avaient été mises en œuvre dans le cadre du temps scolaire. Donc voilà, ça c'est la philosophie générale du dispositif. Il y a un centre de villes dans le département, je crois qu'il y a une quarantaine de villes qui sont inscrites dans un plan mercredi sur les 190. Alors sur les 190, il y en a quelques-unes qui n'ont pas d'école, donc à la rigueur, celles-là, on va les écarter. Mais en fait, il y a pas mal de villes en fait, qui sont sur ça. Et en fait, l'intérêt de cette démarche, c'est qu'effectivement, ça permet déjà de recréer du dialogue et pas de créer une circonstance où finalement la mairie arrive et décide de ce qu'elle veut sur le périscolaire, mais que ce dialogue puisse permettre de co-construire des projets au service des enfants. Voilà, puisque aujourd'hui, vous voyez bien que l'éducation, c'est l'affaire de tous, et qu'il faut à un moment donné qu'on puisse en débattre tout le temps et construire ensemble, et pas juste un des acteurs qui décide dans son coin de ce qu'il va faire, et les autres qui suivent de façon monolithique. Donc c'est gratuit pour les Cronois qui vont venir. Alors pas du tout, c'est pas le plan mercredi. Il faut être inscrit au centre. De loisirs, hein. Oui, mais bien sûr. Ah mais ça, c'est tout à fait en lien. C'est tout à fait en lien. Voilà. C'est-à-dire que le plan mercredi, c'est un dispositif qui vise à renforcer la qualité éducative sur le centre de loisirs. Donc c'est pas une action nouvelle, c'est pas des activités.
c'est un renchérissement de la qualité éducative de ce qui se passe sur mercredi. Donc c'est complémentaire. Complémentaire de Du centre de loisirs. Ah non, mais c'est dans le centre de loisirs. Voilà, je voulais juste savoir. Non. Alors, le dispositif, je rappelle, le dispositif, c'est un dispositif. Pédagogique le mercredi, donc. Alors, le dispositif, c'est un dispositif où on fait une convention. Je le rappelle, hein, c'est pas, on force pas, effectivement. Sauf que dans l'absolu, en général, c'est un dispositif qui est aujourd'hui, je le dis parce que dans les 40 villes où c'est en place, j'imagine que les enseignants ne sont pas forcés. Par contre, cette coopération, elle se fait au fil de l'eau. Et donc, en l'occurrence, il y a un travail qui est fait en permanence, puisqu'il y a une convention qui est signée par la CAF, par la direction académique et par la ville pour la mise en place de ces activités. Donc, en fait, en réalité, comment dire, même si on ne force pas les enseignants, on force d'ailleurs personne, on ne force pas les parents à venir donner leur point de vue, on ne force pas la ville à financer des actions. C'est tout un travail de coopération qu'on veut mettre en place. Donc, en fait, il n'y a pas de... Si je peux me permettre d'imager un tout petit peu, d'imager un tout petit peu, les parents, quand ils vont déposer leurs enfants le mercredi au centre de loisirs, il n'y aura pas un centre de loisirs à LSH classique comme il existe aujourd'hui, et un centre de loisirs plan mercredi. La structure, centre de loisirs, c'est la même. C'est juste être un tout petit peu plus exigeant dans l'intérêt des enfants. Et non, on est effectivement sur la qualité des ateliers, sur la qualité éducative qu'on proposera donc aux enfants. Pour répondre à votre question, effectivement, ce sera sur la base du volontariat, en ce qui concerne les enseignants, mais que les enseignants encadrent physiquement ou pas, on ne se privera pas. Je trouve que c'est quand même intéressant d'aller leur demander et d'aller sonder leur avis et d'en tenir compte. De la même manière pour les parents d'élèves que pour les associations qui ont l'habitude d'encadrer exactement, d'aller encadrer les enfants aussi. Voilà. Le soutien scolaire, les coûts sont pris en charge par la municipalité. Voilà. Comme ça l'est aujourd'hui. Les enseignants peuvent participer à ces projets et être rémunérés. Ah ben, c'est ce que vous faites aujourd'hui, je crois, sur de l'aide aux devoirs, des choses comme ça, oui. Voilà, que les. Voilà. Non, mais. Sauf que là on est vraiment focalisé sur le mercredi. En fait. Oui, j'ai bien compris. D'autres questions? Oui, j'ai une question relative à l'environnement. Des travaux ont été engagés par la municipalité actuelle sur le Haut-de-Crône en termes de requalification de la plaine haute. Est-ce que dans votre programme, vous avez fait une petite place pour faire le prolongement de ces travaux sur l'avenue Salvador Allende? Aujourd'hui, en fait, les marches sont entreprises, donc les accords sont pris. On n'envisage pas de revenir en arrière sur les accords qui sont pris. Hein. Je le dis, il n'y a pas de... Comment dire? On n'est pas dans une logique de machine arrière. En plus, si les accords sont pris... Vous savez qu'il y a un principe dans la fonction publique qui essaie de la continuité, comme on dit dans la fonction... Dans l'État, on dit qu'il y a toujours la continuité de l'État. On change le gouvernement. Quand des contrats sont pris, quand des engagements sont pris, en général, on les maintient... c'est ce qui explique un certain nombre de choses sur lesquelles certains candidats, d'ailleurs, s'étaient prononcés en 2014 en disant « je vais tout arrêter ». Ils se sont rendus compte que c'était juste facile à dire et pas facile à faire. Donc nous, on n'est pas dans cette logique un peu populiste de considérer qu'on peut tout arrêter et tout refaire. Aujourd'hui, il y a une continuité de l'État, de la collectivité qui fonctionne de la même façon. Et donc, effectivement, les contrats qui ont été pris, les engagements qui ont été pris, on les honorera. Je le dis aussi... pour parler d'un autre sujet, celui de la mairie, hein, on ne va pas dire qu'on va arrêter la mairie alors qu'elle est au milieu du gué. Il va falloir qu'on assume, c'est ce qu'on disait plusieurs fois, et on l'assumera de toute façon parce qu'on n'a pas le choix. Je rebondis sur ce que vous venez de dire à propos de la mairie. Le surcoût qui a été engagé, bien sûr, va être financé de quelle façon? Alors, il va être financé de la même façon que toutes les autres dépenses d'investissement. Vous savez que le budget de la je ne sais pas si je te laisse répondre. Non, tu veux? Alors effectivement, il y a de voter tous les ans un budget d'investissement qui est d'à peu près 2 millions, un peu plus de 2 millions. Ce budget permet de mettre en place différentes opérations sur la commune et effectivement, puisque le projet de mairie doit se terminer, il sera, comment dirais-je,
et sera intégré effectivement dans ce calcul au niveau des investissements. On a un peu une estimation d'un chiffre pour la finir, qui sera à peu près 500 000 euros, et donc effectivement, on en tiendra compte dans la programmation, je dirais, annuelle, mais aussi pluriannuelle de toutes nos opérations pour que la mairie, effectivement, puisse se terminer correctement. Le budget d'investissement sur une mandature, c'est entre 12 et 15 millions, voire plus. Si on obtient des subventions, on peut se permettre d'aller plus loin, en fait, en fonction de ce qu'on obtient. Et donc, en fait, en réalité, on revient à ce qu'on disait de cette estimation qui est faite aujourd'hui, hein, c'est 500 000 sur 12, voire 15 millions d'euros, en fait. Donc, effectivement, il sera lissé dans le temps. Effectivement, ça grèvera les autres projets qu'on a. Mais pour le coup, on assumera avec ce budget-là, qui est un budget récurrent, hein, 2 millions d'euros, c'est entre 2 et 3 millions d'euros, c'est ce qu'on dépense chaque année, tous les ans, depuis que Crone est Crone. Le skatepark, effectivement, beaucoup de jeunes le réclament depuis des années. Mais j'en ai déjà vu sur d'autres communes, c'est quand même assez imposant. Je me demandais où est-ce que vous envisagiez de le faire. C'est marqué. On l'annonce pas, mais c'est marqué. Oui, de toute façon, vous réaliserez. Le programme pour les enfants de Crone, c'est un skatepark. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc on l'écrit, on l'annonce, oui, bien sûr. En fait, en gros, aujourd'hui, nous, on voudrait le faire dans le bas de Crone. On voudrait le faire dans le bas de Crone parce que c'est là, effectivement, il y a une demande forte. Donc, voilà. Après, on ne va pas le faire dans un espace, parce qu'on nous a fait miroiter pendant 6 ans des espaces sportifs dans le bas de Crone et notamment en espace naturel sensible. Ce qui fait que pour le coup, ça, je n'ai jamais fait parce que l'architecte des bâtiments de France n'était pas d'accord. Donc, nous, on travaillera avec les jeunes puisque c'est aussi le principe de la démocratie. Hein. C'est de discuter avec les jeunes, de savoir où on l'implante, par exemple, et de ce qu'on fait, parce que je le dis, parce qu'un skatepark, ça prend plein de formes, plein de volumes, plein d'espace, et ça dépend effectivement moi, je connais plein de jeunes, en tout cas, avec qui on a discuté, qui souhaitent que ce projet qu'ils portent, pour certains depuis le CMJ, parce que dans le CMJ, on avait beaucoup de jeunes qui étaient favorables, mais voilà, ça s'est jamais fait, et nous, on voudrait le faire. D'accord, à quel endroit alors? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'espaces sensibles à Crone. Oui, mais je vous le dis, on discutera avec les jeunes. Oui, c'est pas qu'avec les jeunes, aussi il y a des espaces protégés. Oui. C'est ce qui couvre Crone, en fait, sur le bas de Crone, c'est que de l'espace protégé. Non, c'est pas que l'espace protégé. Pour la majorité des espaces, et un skatepark, on sait que ça couvre quand même beaucoup d'espace. Donc la question de madame, c'était à quel endroit vous suggéreriez de l'implanter? Moi, je pensais que vous pensiez en haut, c'est pour ça. Non, pas du tout. Mais ça pourrait être aussi en haut. Après, je reviens à ce que je disais. Si les jeunes, nous, on préférait le faire en bas. Mais si, effectivement, il y a une demande des jeunes... Je peux me permettre. L'idée, quand on travaille avec les jeunes, comme vous le faites avec les enfants, et comme on le fait tous dans nos vies, c'est qu'on a tous des contraintes financières, temporelles, budgétaires, etc. Donc l'idée, c'est de fédérer, de regrouper les jeunes, de leur dire, vous voulez un skatepark, les contraintes de la ville, donc en espace protégé, etc., elles sont celles-ci, les contraintes budgétaires, elles sont là, comment on fait? Et souvent, tout le temps, les jeunes trouvent la solution. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il y en a un très beau qui est à Brunois, qui vient d'être construit. Oui, il est pas mal. Ouais. Il est pas mal. Bah oui, mais après, voilà, Brunois, j'imagine, ils ont dû poser le même travail avec les jeunes. Et ils ont déterminé l'espace et effectivement, ils ont utilisé un espace. Donc ça veut dire concrètement, les jeunes, peut-être qu'on leur dira, alors c'est soit sur le bas de Crone, mais ce sera un skatepark un peu plus restreint, ou soit sur le haut de Crone, on a peut-être un peu plus d'espace. Donc les jeunes formuleront leurs souhaits aussi, voilà, avec les contraintes, tout en maîtrisant les contraintes. Oui. Bonjour à vous. Alors, je lis Se déplacer plus durable. Nous élaborons un nouveau plan de circulation en concertation avec la population pour mieux se déplacer en ville. Alors, je relève ça parce que tout le monde s'aperçoit que la circulation se densifie.
Lorsqu'on parle de plan de circulation et concertation avec la population dite crônoise, l'orientation elle est plutôt sur quoi? Sur comment dirais-je, la signalétique, ou parce qu'en fait la circulation c'est au-delà de la ville de Crône. Je comprends pas la question, je suis désolé. Là, vous parlez de plan de circulation. Moi, je voudrais savoir, la circulation, elle vient de toutes parts, et moyen quoi, elle se densifie de part et d'autre. D'ailleurs, En fait, un plan de circulation, c'est... on ne fonctionne plus aux heures de pointe. Donc, la question, c'est de savoir comment on peut appréhender un plan de circulation qui va de plus en plus augmenter, du fait que, à Crône, on voit bien aussi qu'il y a quand même des habitants qui viennent s'installer. Alors, là, on est dans la méthode, en fait. On est dans la méthode parce qu'en réalité, dans le fond, dans les solutions, entre guillemets, le principe de l'élaboration collective d'un plan de circulation, c'est effectivement de définir rue par où passent les voitures, et créer des flux, on va dire, qui vont permettre de faire en sorte que les nuisances à l'égard des riverains soient la moins importante possible. Soient les moins importantes possibles. Donc en fait, en réalité, je le dis parce qu'on en a beaucoup discuté dans le Haut-de-Crône, notamment sur l'axe, sur les rues qui étaient dans l'axe entre Salvador Allende, rue de la Guette, etc., où il y a eu historiquement un certain nombre de sujets polémiques, parce qu'en fait, effectivement, on raisonnait rue par rue, et que ce faisant, un certain nombre de voisins se mettaient d'accord, sans jeter la pierre, pour que ce soit la rue d'à côté qui récupère les nuisances. Donc voilà, l'idée générale, c'est qu'on élabore, plutôt que de faire des patchs, des petites rustines rue par rue, c'est qu'on élabore un vaste plan de circulation qui permette justement, même si on n'arrivera pas de toute façon, et c'est le principe de la décision publique, à un consensus, mais qui arrivera d'une part à faire en sorte que la circulation puisse se faire, d'une part, mais que pour ceux qui auraient à subir des nuisances du fait des axes de circulation qui seraient mis en place, qu'on puisse les régler sans pour autant partir dans une surenchère de panneaux comme on le voit actuellement, où en gros on fait tous les 5 mètres, on a droit à un panneau signalétique, quoi. Donc il faut, je pense, travailler le sujet d'ensemble, discuter avec les riverains collectivement et faire en sorte qu'effectivement on prenne en compte la circulation des véhicules dans leur ensemble et pas à chaque fois rue par rue, parce qu'effectivement cette logique-là, à mon avis, elle est complètement dépassée. C'est pour ça que tout à l'heure je posais la question de la requalification de la rue Salvador Allende, parce qu'il y a une circulation infernale. Oui, tout à fait. Et mais dans les petits axes aussi, Oui, tout à fait. Rue du Cottage, etc. Ça pose quand même Mimosa. beaucoup de problèmes, sachant d'une part qu'il y a le collège au bout de l'avenue, et puis l'incivilité de certaines personnes. Tout à fait. Oui, Claire. Je sais que je fasse une petite scène, mais toujours sur le sujet, c'est les parkings. Vous savez que les places de parking, c'est aussi un sujet qui puisse permettre donc l'accès au centre-ville d'un côté. Sur le plan d'urbanisme, les parkings, est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une réflexion? Bien sûr. Bien sûr. Et en fait, en réalité, tout est lié. Alors nous, c'est vrai que sur le parking, on pense aussi que on doit aussi changer, et c'est le sens de notre démarche autour de l'écologie, on doit aussi changer nos modes de déplacement. On ne doit pas juste être dans le tout voiture, et donc on doit aussi, je pense, penser le fait qu'on puisse se déplacer en vélo. Donc on a aussi tout un dispositif qu'on veut monter dans le cadre d'un partenariat avec l'abbaye maraîchère pour la location de vélos, pour le fait d'installer des parkings à vélo en centre-ville, pour le fait de prévoir des axes de circulation qui vont du haut vers le bas et qui vont de l'est vers l'ouest. Je peux finir, monsieur, s'il vous plaît? Parce que pour le coup, l'idée générale, c'est que quand on réfléchit globalement, effectivement, on arrive à trouver des solutions qui conviennent. Alors après, il n'y a pas de solution miracle. On peut pas faire de Crône un parking, parce qu'effectivement, d'une façon générale, ça marche pas comme ça. Et on peut pas non plus faire des routes partout. Voilà. Donc on est aussi besoin, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure dans le cadre de notre projet autour de l'écologie. On a aussi besoin de faire en sorte que les gens ils changent de comportement,
parce que on a un cœur de ville qui est un petit village, en fait, et on ne va pas détruire des bâtiments pour y installer des parkings. Je peux. Vous connaissez bien la ville, vous savez qu'elle est en pente. Oui. Donc votre idée est très belle, elle est magnifique, mais est-ce qu'il y a des vélos électriques? Il y a quelque chose de plus? C'est ce que je sais. Qui nous monte sur le plateau. Enfin, l'idée est très belle. Franchement, elle est très belle. Mais, moi, je pense que mettre des vélos en bas ou mettre des vélos en haut. C'est des vélos à assistance électrique dont on parle. Dans un sens, ça va aller, mais dans l'autre, pour la remonter, c'est un peu difficile. C'est le principe de l'assistance électrique. Moi, je connais plein de gens qui ont des vélos à assistance électrique et qui font la remontée de la rue Remontrue ou de la rue des Vignes sans problème. Donc la batterie est égale à l'écologie. Pardon ? Assistance électrique, ça veut dire batterie sur les véhicules. Oui. Donc ça ne veut pas dire voiture. Ça veut pas dire ? C'est pas écologique. Ah là, c'est un grand débat. C'est écologique. On aura quand même moins Après, si on est vraiment écologiste, on pourra effectivement le faire à pied, mais moi je fais beaucoup de déplacements à pied. Mais je fais beaucoup aussi, et je peux vous dire que 3 fois dans la même journée, ça fait long. Du bas vers le haut, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Je voulais réagir aussi sur le bio dans les écoles. Alors moi je travaille en restauration et on parle de 50% de bio, de mettre 50% de bio. De temps à... C'est les abeilles maraîchères qui vont fournir 50%. Non, c'est pas ce qu'on dit. En fait, en gros, vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, dans le territoire dans lequel on vit, on a aussi des entreprises qui sont installées, qui produisent, qui fournissent, on va dire plutôt, de la restauration collective avec des produits bio, notamment sur Comble-la-Ville et sur le Bessin. Et donc, pour le coup, on peut, je pense, travailler sur un réseau local pour faire en sorte qu'on ait des produits locaux, mais aussi faire appel à ces entreprises, parce qu'effectivement, c'est une dynamique générale. On ne peut pas, effectivement, s'appuyer sur un seul fournisseur pour pouvoir nourrir 600, 700 enfants chaque jour. C'est Sonia. Oui. Sans augmenter les coûts. Mais c'est évident que ça augmentera les coûts, bien sûr. On peut pas. Non, mais on vend pas du rêve. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait un projet, on fait des choix, et quand on décide qu'effectivement c'est important, et ben effectivement ça coûte plus cher. C'est le principe même des choix qu'on fait. Quand on décide que on va faire une école, par exemple, et ben effectivement ça va coûter des sous, mais c'est un choix qu'on fait et qu'on assume. Monsieur ? Je voudrais savoir s'il y a et quels sont les projets pour l'entrée de ville. C'est-à-dire, là, en particulier, l'avenue de la République, et les rues sur les côtés, parce que c'est une gestion catastrophique. Actuellement. Je parle simplement des immeubles, nouveaux immeubles construits sans aucun parking de prévu. C'est une catastrophe. Et puis, pourquoi, par exemple, mettre sur les trottoirs, ceci est un trottoir et pas un trottoir, et que ça s'arrête pour le grand truc. C'est pas aller la République. Par exemple. Alors, nous clairement, l'idée générale, c'est que, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand un contrat est signé, il est signé et on l'assume. Je ne crois pas que sur cette partie-là, sauf à ce que ce soit signé dans la semaine qui vient, qu'il y ait d'engagement qui a été pris sur ce qui se passe au bas de l'hôpital. On a effectivement sur toute la zone une déclaration d'utilité publique. Il y a des actes qui ont été signés pour la partie, puisque effectivement on a 55 logements qui ont été livrés, c'est la résidence Madeleine Bray. On a 113 logements qui sont en cours de production aujourd'hui sur cette partie-là. Et on a toute une zone aujourd'hui sur laquelle on n'a rien. Alors il y a un grand mystère sur ce qui nous est prévu. Je le dis parce que quand on regarde par contre sur ce que prévoit l'architecte et quand on regarde aussi l'étude qui avait été faite par l'expert au moment de la déclaration d'utilité publique, il y avait un certain nombre de logements qui étaient prévus sur cette zone-là. Pour l'instant, c'est prévu, c'est pas signé. Nous, clairement, on ne signera pas et on n'ira pas dans ce sens-là de continuer à produire du logement et notamment du logement privé, puisque je reviens sur ce qu'on disait, si on veut maîtriser la ville et lui conserver son aspect villageois, il faut qu'effectivement, à un moment donné, on arrête de produire des bâtiments un peu partout, même si effectivement ça fait plaisir aux promoteurs. Nous, c'est pas notre philosophie du tout. Donc en fait, sur cette partie-là, on aura des emprises
qui ont plusieurs vocations. Aujourd'hui, je le dis parce que il y a une philosophie générale de certains qui consisterait à dire qu'il faut absolument produire du logement tout le temps. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, c'est un parking. Hein, c'est un parking qui est utilisé par l'hôpital pour une grande partie, et il n'y a pas forcément vocation à changer la nature de ce qui existe. Après, sur les logements dont vous parliez, aujourd'hui, les parkings n'y sont pas, sauf qu'ils vont y être, parce qu'en réalité, le projet... Ah si, il va y être. Celui qui est construit, il n'y a pas de parking. Ah, la résidence Madeleine Bray, alors... la République. Alors... rue des Balkans. Voilà, en fait... Rue de Pampelune, effectivement. Aujourd'hui, la ville a un accord. Je le dis parce que c'est quelque chose qu'on a convenu avec le constructeur. C'est qu'effectivement, on avait, au moment où on a construit ces 55 logements, une difficulté générale par rapport à l'avancée du projet. Et l'accord, c'était qu'effectivement, il installe son parking provisoirement rue de Pampelune. Et donc le parking y est aujourd'hui. Hein. Donc en fait, le problème, c'est qu'effectivement, il est fermé tout le temps, qu'il n'y a personne qui va se garer effectivement dans ce parking. Et donc finalement, on se rend compte que c'était une douce promesse que de faire croire que les gens qui habitent donc au 10 avenue de la République iraient se garer dans cette rue. Alors peut-être que ça explique aussi que pour le coup l'hôpital est jugé opportun de mettre des barrières et de faire payer les gens qui vont visiter. Je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet. Quoi qu'il en soit, dans la maîtrise générale du projet, c'est-à-dire les 168 logements qui sont produits pour certains et en cours de production pour d'autres, normalement le promoteur, Adi Murba, a l'obligation de nous faire les places de parking. Parce qu'en réalité, dans l'absolu, c'est un droit à construire. C'est élaborer le plan local d'urbanisme comme ça. C'est-à-dire qu'on doit normalement, dans l'emprise, avoir un certain nombre de places de parking qui sont directement liées au nombre de logements qu'on produit. En fonction des logements, logement social, c'est un logement, une place. Et ensuite, quand on est en dehors du logement social, c'est 1,5 ou 2 places par logement. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est en travaux, et donc on n'en voit pas réellement le nez, mais dès que le projet sera avancé et terminé, normalement, les places de parking y seront. En tout cas, c'est une obligation légale. C'est une obligation légale, et je ne doute pas que le bailleur, que Adi Murba, respectera sa promesse. Après, dans l'accord qu'on avait signé, puisque c'est passé au conseil municipal, et ça avait été voté, je crois, à l'unanimité. Pour le coup, l'idée, c'était générale, c'était que ce parking, aujourd'hui, qui est rue de Pampelune, soit remis à disposition de la ville pour servir éventuellement à délester les autres stationnements intempestifs qui pourrissent un peu la vie des gens qui habitent dans ce quartier. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets dans votre question? C'est l'attention que porte la municipalité sur l'ensemble de l'entrée de ville, qui me paraît un peu légère. À tel point qu'il y a quelques années, j'avais envisagé de créer une association des oubliés de l'entrée de ville. Oui. Bon, on a un président pour vous, si vous voulez. Frédéric Homs, qui habite à l'Essueur, et parce qu'on y passe un peu de temps en ce moment. Hein, on a fait des réunions de quartier là-bas. J'ai passé un peu de temps aussi ce week-end avec M. Marchand pour lui exposer un peu nos idées. Donc on y est un peu souvent, je crois, en ce moment. Donc si d'autres équipes vous ignorent, en tout cas, on y passe, nous, beaucoup de temps. Oui, Claire. Merci. Je suis très sensible à tout ce qui est projet de développement durable et sur l'environnement. Je vois qu'il était évoqué l'aspect déchets. Je voulais savoir s'il y a des possibilités, hein, je soulève la question à tout le monde, hein, mais les déchets sont valorisables. Et donc c'est pas uniquement le recyclage, mais c'est aussi valoriser et remettre dans des filières. Donc ça serait bien d'avoir une... En fait... ça peut être la collecte du verre, des vêtements, parce que je vois qu'à chaque fois qu'il y a les gros monstres qui passent, ça remplit les trottoirs et c'est vraiment dommage que c'est des choses, que ce soit immeubles, tout ce qui est despoisé, donc les matériels informatiques, c'est quand même dommage parce que ça fait partie d'un capital à recycler.
Alors moi j'ai envie de dire, il faudrait éduquer les gens. Éduquer les Cronois. Attendez. Non mais si, enfin je veux dire, il y a une recyclerie qui existe à Montgeron. On peut tout à fait emmener de ces meubles ou ces vêtements, tout ce qu'on veut à la recyclerie. Il y a sur Crosne aussi des points de collecte pour le verre, pour les vêtements. Enfin, alors, en tous les cas, ma question c'est plutôt, dans ce cas-là, informer. Parce qu'il y a quand même une classification de déchets qui peuvent être valorisés et recyclés. Et là, oui, l'éducation pédagogique, c'est beaucoup d'informations. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les points de collecte existent déjà et ça fait l'objet de recyclage. Aujourd'hui, si vous allez au bas du 1901, vous avez des bennes. Si vous allez derrière le supermarché là-haut, vous avez beaucoup de points de collecte. Il y a des écoles qui sont du développement durable. J'ai mes poubelles, j'arrive même pas à faire mes trucs parce que la filière elle est mal maîtrisée et la formation est là. Je pense que tout le monde est satisfait et que ce serait bien d'avoir une réflexion politique de déchets mais dans son ensemble. En tout cas, il y a des écoles, si ça peut vous rassurer. Voilà. Il y a des écoles où moi je suis à Brassens, en bas, où le zéro déchet est important. On a des postes. Oui, mais là il y a zéro déchet, là, c'est mis. Oui, mais ça c'est déjà fait. Hein. Dans l'école Brassens, zéro déchet, on le fait. On le fait. On a des poubelles adéquates. Les enfants, il y a des échos délégués dans les écoles. Voilà. Il y a des chansons aussi. Comment ? Il y a des chansons. Il y a des chansons. Moi, je participe à Chantons le Tri très régulièrement. Et là, on va installer des composts. On essaye aussi en tant que pédagogue de sensibiliser mieux. Oui, ça va les écoles avec les enfants. Il y a le secteur entreprise. Oui. Il y a le secteur. Déjà, si on commence avec les enfants. Bien sûr. En fait, voilà. C'est juste de soulever la question. Ça mériterait vraiment une réflexion. Déjà, on a réfléchi sur le fait qu'aux abeilles maraîchères, par exemple, on pourrait proposer du compostage pour les résidences. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir envie de faire son compost à la maison, sauf que quand on est dans un immeuble de 3 étages, à moins de prendre un lombricomposteur et là, il faut vraiment avoir envie d'avoir les petits verres dans sa cuisine. Non, on peut faire du compost sans verre. Oui. En tout cas, nous, une des idées, c'est qu'effectivement, on a un partenaire assez important qui s'appelle l'Abeille Maraîchère, qui peut être aujourd'hui, par exemple, l'opérateur technique pour du compostage, justement, quand les déchets de tonte, etc., quand les gardiens entretiennent les résidences. Et on peut faire en sorte qu'aujourd'hui, plutôt que de donner ça au CIVOM, qu'il puisse y avoir un retraitement local qui permette de donner aux Cronois des produits de compost. Donc, à Brassens, l'année prochaine, en principe, on devrait pouvoir donner aux parents d'élèves du compost fait par les enfants. Oui, mais nous, on parle de la ville, en fait. Déjà dans l'école, c'est déjà pas mal. Justement, l'exemple que vous citez, la Brassens, je reviens moi un petit peu sur l'éducation, je prêche aussi sur ma chapelle. C'est typiquement l'exemple là, le type de compétences qu'on ira chercher chez les enseignants. C'est exactement ça. Des conseils techniques, si vous maîtrisez des choses déjà, on s'appuiera sur l'équipe enseignante pour aller récupérer les idées et les compétences. Voilà. C'est typiquement un exemple. Et pour ce genre de choses, aussi des déchets, tout ça, c'est effectivement dès le plus jeune âge qu'il faut l'inculquer aux enfants pour qu'ils deviennent aussi des adultes responsables par rapport à ça. L'éducation. Il me semble que la convention avec l'abeille maraîchère n'a pas été reconduite. Par ailleurs, la SAFER a mis en vente des parcelles sur l'emprise de l'abeille maraîchère. Dans ces conditions-là, que devient le projet de l'abeille maraîchère écologique municipale innovante? Je rappelle une chose, c'est que la ville s'était engagée à racheter les terrains. Donc j'imagine que si la SAFER est intervenue dans le projet, c'est parce qu'elle veut préserver, entre guillemets, le caractère agricole du terrain. Sinon, effectivement, normalement, ils n'interviennent pas. Et donc nous, on renforcera. Et si au besoin, si c'est nécessaire, on achètera les emprises qui ne sont pas... je ne sais pas si vous aviez connaissance du prix des 88 mètres. 200 000 euros. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est un investissement qui est mineur. Ceci dit, j'ai vu sur un affichage municipal la SAFER qui met en vente des parcelles dans l'emprise de l'abeille maraîchère. Et l'appel à achat s'est terminé le 24 décembre 2019. Je peux vous envoyer le. Ça m'intéresse, ouais. Le truc, j'ai pris une photo et puis j'étais tellement étonné que. Là, ça, c'est encore des petites choses qui sont en catimini. Ouais. J'ai l'impression que l'affichage est arrivé après la date du 24 décembre. C'est pour ça que nous, on parle de transparence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question sur les logements sociaux, puisque apparemment la municipalité se fait plaisir et construit à tout va avec des constructions non maîtrisées. Qu'est-ce que vous avez envisagé pour arriver aux 25% que la loi nous impose? Parce qu'aujourd'hui on est à 14%. Donc qu'est-ce qui est prévu comme logements sociaux pour continuer en fait à avoir un devoir d'obligation, parce que pour le coup, la municipalité n'a pas le choix. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut déjà faire un état des lieux sur la ville de Crosne pour savoir ce qui serait envisageable en termes de logement social. C'est-à-dire qu'on a deux façons de procéder, soit effectivement on décide de faire du neuf et proportionnellement on crée du logement social. Voilà. Et puis deuxième solution aussi, c'est peut-être de voir un petit peu ce qu'on a devant notre porte, et par rapport à ça, de savoir comment effectivement on pourrait faire, et je vous en avais donné tout à l'heure un petit exemple, pour créer ces logements sociaux. C'est-à-dire que quand vous prenez la vue de la République, à partir du départ jusqu'à pratiquement Villeneuve-Saint-Georges du côté gauche, vous vous rendez compte qu'il y a des tas de bâtiments qui sont murés, voilà, bon, c'est pas du tout utilisé. Je pense qu'il est plus judicieux effectivement de faire un état des lieux, par rapport à cet état des lieux, de savoir comment on pourrait éventuellement en coopération, soit avec les propriétaires, ou, voilà, et éventuellement de dire peut-être que si vous êtes OK, et on investirait sur la réhabilitation de ces logements, et évidemment, comme je le disais tout à l'heure également, une fois que c'est réhabilité, bien sûr, de dire aux propriétaires, nous avons mis de l'argent de la commune, évidemment, à partir de là, nous allons nous décider... Il y a un investissement municipal pour des logements privés? Alors, avec, bien sûr, je dirais, un contrat bien précis, c'est-à-dire un retour, d'accord, en temps d'occupation proportionnel au loyer que nous récupérons, d'accord? Oui, mais, alors, prenons le cas du Café des Arts. Comment vous avez procédé? Le bâtiment appartient, ça n'a rien à voir. D'accord, mais vous avez créé, non, mais je veux dire, vous avez créé effectivement des travaux. Par rapport à ces travaux, vous avez dit, je suppose, nous allons avoir un retour sur investissement, nous allons toucher des loyers, et à un moment donné, ces loyers vont couvrir effectivement les dépenses, puisque vous avez utilisé là aussi. Non, mais j'entends bien, je parlais juste, moi, en fait, en termes, si vous voulez, de coût de la municipalité, puisque c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je vois pas, en fait, en quoi ça peut être un problème. Si aujourd'hui, pour pouvoir choisir les personnes que nous voulons mettre dans les logements sociaux, si nous ne voulons pas qu'on nous les impose, si nous voulons effectivement privilégier nos jeunes ou nos personnes âgées qui aujourd'hui ne vont pas pouvoir rester sur Crosne, il faut bien à un moment donné prendre une décision. Cette décision, c'est quoi? Si vous me dites à moi, effectivement, nous allons investir 100 000 € pour rendre un logement effectivement décent, y mettre une personne crosnoise qui va payer un loyer, et qu'il faut 10 ans pour que ce retour à l'investissement se fasse, est-ce que c'est moins intelligent que de faire de la construction neuve, de densifier encore avec tous les problèmes de parking et tout ce dont on a discuté maintenant, d'accord, et qu'en plus de ça, nous ne puissions pas choisir les personnes qui vont être logées dans ces bâtiments? Vous pensez qu'avec ces quelques constructions, on va arriver aux 25% de logements sociaux? Ah non, moi je ne vais pas jusque-là, hein. Je ne vais pas vous dire que, je vous dis simplement que nous préférons d'abord, dans un premier temps, après je passe à la part, dans un premier temps, si vous voulez, voir ce que nous pouvons faire sur la proximité proche, de façon à rendre peut-être un visuel différent de ce que nous avons aujourd'hui, en même temps développer ce logement social, en même temps pouvoir choisir d'y mettre des personnes. C'est ce que je voulais vous dire. Sur ce pourcentage exact, voilà, je passe la parole effectivement à notre candidat qui pourra, je pense, plus facilement y répondre.
Pour aller à l'objectif des 25%, je le dis parce que la démagogie voudrait que, comme l'ont fait certains en 2014, qu'on promette de tout arrêter, qu'on promette d'interdire le logement social, et que finalement on se rende compte qu'on est face à un mur, que en fait toutes ces promesses sont de vaines promesses, voire des mensonges éhontés. Nous, on ne promet pas d'arrêter la production de logement social. Parce que de toute façon, effectivement, c'est une promesse intenable. Par contre, ce que l'on promet, c'est d'arrêter, autant que faire se peut, la production de logements collectifs, privés, financés par des promoteurs. Et je le dis parce qu'en l'occurrence, là, on est dans la course à l'échalote. Si on fait 150 logements privés au bas de l'hôpital, comme c'est prévu, pour le coup, on va reculer le fait qu'à un moment donné, on doit tendre vers 25% de logements sociaux. Donc en réalité, notre démarche, c'est absolument responsable. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de dire on va augmenter la taxe d'aménagement pour justement dissuader les promoteurs immobiliers, et je crois qu'on est les seuls à le dire. C'est transformer nos règles d'urbanisme pour ne pas faciliter justement l'installation de ces projets portés par des promoteurs immobiliers, parce que nous, on préfère garder Crône dans son jus, réhabiliter en centre-ville ou ailleurs avec des opérations qui s'appellent notamment Cœur de Ville. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas à Montgeron, c'est en partie ce qu'ils ont fait avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations et de l'État pour pouvoir aider par exemple des propriétaires à réhabiliter leur maison, à lutter contre le phénomène de passoire énergétique, faire en sorte que ces logements soient remis à disposition des Cronois, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, il y a un certain nombre de logements qui sont dits insalubres, en centre-ville notamment, mais pas que là. Et donc, nous, notre proposition, c'est de pousser autant que l'on peut pour que, entre guillemets, on mite un peu plus la ville de logements sociaux, mais sur des plus petites opérations, parce qu'effectivement, la production de logements collectifs, elle n'est pas forcément conforme à notre idée de créer de la mixité sociale, mais que nous, on veut absolument éviter aussi ces grandes opérations immobilières qui font plaisir aux promoteurs et pas forcément aux Cronois, puisque derrière, on n'a pas les équipements sociaux pour pouvoir les accueillir. Et quand je dis équipements sociaux, je pense aux écoles, je pense aux crèches, je pense aux routes, je pense aux parkings, etc., etc. Donc nous, notre idée, c'est qu'on a une ville qui est magnifique, un peu vieillissante, mais qu'on peut aujourd'hui, par une opération de requalification importante, faire en sorte que tous ces logements qui sont aujourd'hui hors du marché puissent être remis à disposition des Cronois, idéalement sur des opérations de portage logement social, parce qu'il faut tendre vers ça. Après, clairement, c'est pas dans ce mandat qu'on va réussir à respecter une promesse qui, de toute façon, ne nous est pas imposée par l'État, parce que l'État nous dit il faut tendre vers 25%, et quand je dis tendre, ça veut dire qu'on prend des engagements avec l'État et on y va tranquillement. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, la façon dont on conçoit... S'il vous plaît, on peut finir. C'est sympathique, à chaque fois qu'on parle, vous nous coupez la parole. Donc c'est sympa l'équipe de M. Damiati. Mais vous avez fait ça pendant 6 ans, madame. Si. Et je vous ai jamais entendu au conseil municipal élever la parole quand effectivement il y avait des choses qui étaient complètement fausses et infondées qui étaient dites. Là aujourd'hui, vous avez retrouvé la parole, j'en suis ravi de le découvrir. Mais j'aimerais bien juste que vous me laissiez finir de parler quand je le fais. Parce que je ne vous ai jamais coupé la parole, moi. Donc l'idée générale, c'est qu'effectivement, il y a la possibilité d'enverser la vapeur, de faire en sorte que dans le bas de Crône, par exemple, il y a un certain nombre de bâtiments qui sont dans un état déplorable, notamment sur l'avenue de la République, mais aussi sur l'avenue Jean Jaurès, et un peu partout. Et donc, à partir de là, nous, ce qu'on voudrait, et je le dis parce que, en fait, les opérations Cœur de Ville, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on reprend la main avec la Caisse des dépôts et consignations, donc c'est pas du portage, c'est pas du, comment dire, c'est pas porté par la ville financièrement, c'est vraiment l'État qui investit et qui dit, bah là, on va refaire du commerce, on va refaire du logement, parce qu'à un moment donné, c'est ce qui est nécessaire pour faire vivre ce centre-ville. Voilà. Ces bâtiments appartenaient par le domaine? Ben justement, c'est encore plus facile quand ils appartiennent au domaine. C'est encore plus facile, parce que pour le coup, l'État est déjà propriétaire, et donc, en fait, en réalité, il va trouver un gestionnaire, entre guillemets, qui va procéder à la réhabilitation, et qui va pouvoir faire en sorte que, dans l'enveloppe, parce que moi je le dis, hein, notre philosophie, c'est de rester dans l'enveloppe,
C'est pas de faire du R+3, de faire sauter toutes les hauteurs pour faire des bâtiments signaux qui ne font de signaux que pour quelques-uns. Nous, on voudrait vraiment rester dans ce qui existe déjà, Crosne telle qu'elle est actuellement, pour pouvoir faire en sorte que les Crosnois puissent se loger sans dénaturer la ville. Oui. Moi, je me lève déjà de gauche, je suis pas grand, mais assez important. Je vais simplement répondre à madame qui insiste sur une question et sur une réponse. Je pense, madame, qu'avant 2014, vous ne deviez pas habiter à Crosne. J'habite depuis 73 ans. C'est bien, c'est bien. Alors, vous ne vous êtes intéressé aux logements sociaux qu'en 2014. Parce que cette absence de logement social, on l'a depuis très longtemps. Votre maire a été le premier à dire « je n'en veux pas ». Et il est le premier aujourd'hui à en avoir construit un maximum et à, comme le dit M. de Freitas, ne pas hésiter à faire grimper les étages, parce que dans le fond, en plus, les logements sociaux, on peut les mettre en haut, même s'il n'y a pas d'ascenseur, c'est pas grave. Je suis désolé, madame, revoyez votre copie. Alors, 80% des logements sociaux qui sont construits là aujourd'hui, qui sont sortis de terre, sur cette mandature, ont été initiés et engagés par la municipalité d'avant. Oui, tout à fait. On a récupéré 80% des logements sociaux, ceux qui ont été construits, notamment Emmaüs. Ça datait d'avant qu'on arrive. Je suis désolé, les logements. Moi, je suis super étonnée parce que après tout, c'est la première fois que je l'entends. Depuis le début de la campagne 2014, là d'un coup, on l'entend. Moi, je ne sais même pas de quoi on parle. Là, à vous entendre, j'ai l'impression qu'on fait une surprise. Je ne savais pas que madame était. Enfin, je sais qu'elle est chronologue depuis 2014, mais vous avez un raisonnement, madame. Revoyez votre copie avant. S'il vous plaît, on va pas. On est là pour parler de la politique. Attendez, on va continuer. Madame. Je voudrais me focaliser là sur 2014. Je pense qu'il faut arrêter les logements et ça. Non, mais s'il vous plaît. C'est pas chacun qui prend la parole. Madame, vous voudrez la parole, je lui donne. Merci, ça me fait plaisir. Je vais changer de sujet parce que c'est série. Vous marquez dans votre programme, nous mettrons en place un dispositif de soutien à la parentalité épaulant les efforts des parents, les aidant à affirmer leur autorité parentale et s'appuyant sur la contractualisation d'un partenariat avec les travailleurs sociaux. Bon, le projet est sympa. Ça veut dire quoi un dispositif à soutien de la parentalité? Est-ce que c'est communal? C'est par des services de la commune? Et la contractualisation d'un partenariat avec les travailleurs sociaux, ça me pose question, notamment au niveau du secret professionnel et du fichage, entre guillemets, des parents. Non, mais le mot n'est pas bon. Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Le mot n'est pas bon, il est tard. Je suis aussi fatiguée. D'un fichage des parents qui bénéficient d'aide éducative, c'est mon métier. Hein, donc je sais de quoi je parle. D'aide éducative qui n'ont pas besoin, dont la mairie n'a pas forcément à avoir connaissance. Alors, merci de la question. Effectivement, on a des acteurs sur le territoire. Encore une fois, l'idée, c'est d'aller chercher les compétences, un petit peu comme les enseignants, les associations, etc. Et là, pour le coup, je pense que vous devez la connaître, on a une association sur le territoire qui s'appelait Valdir Prévention, qui aujourd'hui, depuis la réforme territoriale, s'appelle Prévention Valdir Val-de-Seine. Donc, c'est une équipe d'une trentaine d'éducateurs spécialisés qui naviguent sur le terrain et qui ont un dispositif. Qui s'appelle c'est de l'aide à la parentalité, et ils appellent ça la systémie familiale, c'est-à-dire que ça vous parle? Ouais, d'accord. Je sais pas du tout, on se connaît pas, vous êtes du métier, ouais. Après, il y a différentes techniques. Différentes approches, j'imagine, différentes techniques. En tout cas, encore une fois, l'idée, c'est d'aller chercher cette ressource-là, pour construire ensemble l'aide à la parentalité. Ce sera un dispositif communal, piloté par la ville et copiloté avec des ressources, l'association de prévention spécialisée du territoire. Voilà. Il y a dans beaucoup de communes en fait des dispositifs justement qui s'inscrivent dans une logique de contractualisation qui ne nuisent pas du tout à la question du secret professionnel, puisqu'en fait en réalité chacun fait son travail dans son coin, mais qu'à un moment donné, je le dis parce que dans les CLSPD ça marche aussi comme ça, c'est-à-dire qu'en gros il y a une approche d'ensemble qui permet de cerner les problèmes là où ils sont, et ensuite ça permet aux travailleurs sociaux ou pas d'œuvrer entre guillemets chacun dans leur domaine pour essayer de faire améliorer les choses.
Je le dis parce que les travailleurs sociaux, dans ce contexte, dans une logique de soutien à la parentalité, ils vont travailler en direction des familles et ils vont faire en sorte qu'effectivement elles soient accompagnées, qu'on redonne de la place. Je le dis parce que ce que disait tout à l'heure Karine, c'est que on peut déresponsabiliser les familles et considérer qu'effectivement on va taper entre guillemets sur les gamins en considérant qu'ils sont le problème, alors qu'on peut aussi dire on met tout le monde autour de la table. Moi je le dis, j'ai été avant Yacine, j'étais directeur de politique jeunesse dans une commune, et en fait quand on arrive à un moment donné à dialoguer avec les familles, on les remet au centre du dispositif, parce que si on est dans une logique où on les exclut dès le départ, et bien effectivement on ne règle pas les problèmes. Moi je pense qu'il faut effectivement, quand on a un problème avec un jeune, mettre sa famille autour de la table et voir avec elle comment on règle collectivement le problème. Je le dis parce que j'étais notamment sur Brunois avec les gamins comment ça s'appelle, des Mardelles, et effectivement ça changeait beaucoup de choses. Ça changeait beaucoup de choses parce que comme on avait tendance, en tout cas les professionnels avaient tendance à vouloir tout traiter en direct avec le jeune, et ben ils fuyaient en fait quelque part. Quand on met les parents autour de la table, quand on signe, je le dis parce que par exemple sur des questions de séjour, où vous avez des comportements incivils, on va le dire comme ça, et que derrière on dit aux familles, et ben maintenant ça va avoir un enjeu pour vous, et ben je peux vous dire que pour l'avoir constaté, les parents font leur travail. Les parents font leur travail. Encore faut-il qu'à un moment donné, on leur donne l'occasion de le faire. Oui, ou les moyens. C'était sur le partenariat avec les travailleurs sociaux. Je vous remercie d'avoir pris le temps de retour. C'est juste que pour moi, il y a différents. Alors, les travailleurs sociaux, en tout cas, c'est une séparation fonctionnelle. Là, sur le coup, c'est des enfants comme les travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfant et de l'éducation spécialisée, et qui, pour le coup, sont très différents de gérer une situation d'enfant sur une ville, c'est beaucoup de temps parfois, mais sur une ville, lors par exemple d'un séjour organisé par la ville où il y a eu dysfonctionnement de l'enfant, et que là, vous voyez ce que je veux dire, pour moi, c'est pour le coup deux approches différentes. On ne peut pas. C'est compliqué pour moi de faire intervenir les travailleurs sociaux au sein du mairie. Dans le dispositif de soutien à la parentalité, je trouve qu'ils ont tout à fait leur place et c'est très intéressant. Mais du coup, je me questionne sur le lien du partenariat. Avec qui ces partenaires? Les travailleurs sociaux sont partenaires avec qui? Avec la mairie, la commune, les élus, ou avec le dispositif mis en place? Et dans ces cas-là, on n'est pas sur le même. Vous voyez, on en parle après. Avec plaisir, sincèrement, oui, avec grand plaisir. Oui, je voulais soulever une question, bien sûr, ça ne fait pas partie du programme, mais c'est, si je peux me permettre, c'est la situation de la gestion de crise, et notamment, il y a eu beaucoup de sinistrés avec la crue, et je voulais savoir, il y a eu la montée quand même de guerre, cette année, l'inondation. Cette année La montée des eaux, là. Les sinistrés, c'est cette année. Les sinistrés de cette année, tu veux dire? Oui, enfin, bref. Mais quand? Les sinistrés. Bon, les sinistrés, enfin, en tous les cas, la zone inondable. Et je voulais savoir, dans le stade d'une révision, je te rassure, la mairie n'a pas été inondée. D'une évaluation de danger, en tous les cas, pour savoir quelles actions pourraient être. Moi, j'ai une question à poser là. C'est quoi ta question? Ouais, ma question, c'est par rapport à ce risque d'inondation, que peut-on faire? Il y a eu quand même pas mal de victimes sinistrées avec leurs biens, tout simplement. Alors, je ne crois pas que cette année, il y ait eu beaucoup de sinistrés. Il y a eu quelques Cronois qui ont eu effectivement beaucoup d'eau qui est montée dans leur sous-sol, mais comme ils étaient dans des zones où ça arrive habituellement, hein, notamment à l'Issueur, pour le coup, ils étaient tout à fait préparés. Je crois que tous les voisins se sont mobilisés collectivement pour aider les personnes concernées. Il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu 2-3. Deux même, je crois. Hein. Voilà, 2 foyers qui ont été concernés. Je crois que les voisins ont été très solidaires et ont été présents pour effectivement aider les personnes en question à monter assez haut leurs affaires, mais qu'en réalité, il n'y a pas eu besoin d'exfiltrer des familles. Voilà, ils ont continué à vivre là où ils vivent actuellement. Je crois qu'aujourd'hui, comme c'est des maisons qui ont été pensées, pour celles-là en tout cas, comme elles sont facilement inondables, on va dire comme ça,
elles ont été pensées pour y faire face, et ce qu'on a vécu la semaine dernière n'a pas entraîné d'effets notoires importants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste poser une question à Audrey, parce qu'on me connaît un petit peu. Au niveau du parc des Moulins, qu'est-ce qu'en fait on peut imaginer pour faire un espace naturel de loisirs? Qu'est-ce que tu entends par espace naturel de loisirs? J'ai envie de dire, encore une fois, on pourra se concerter avec les Cronois, mais de toute façon, on sait très bien que comme justement c'est un espace naturel, on ne va pas mettre de parcours de santé, de choses comme ça. Ça, c'est déjà fait, en fait. Voilà. Pardon? C'est déjà fait. C'est pas très légal, mais c'est déjà Oui, fait. mais c'est pour ça que je dis. Et après, il y a aussi des matériaux qu'on peut utiliser. On va voir ce qu'on pourra faire. Et de toute façon, à la limite, j'ai envie de dire, ne serait-ce qu'un joli espace de promenade, ça peut être tout à fait... D'accord. Le principe général, c'est qu'effectivement, comme on est sur un espace naturel sensible, il y a des matériaux qui sont recommandés et d'autres qui sont prohibés. Nous, en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, on veut finir ce parc parce qu'aujourd'hui, c'est une verrue. Clairement, cette troisième tranche qui est laissée en l'état, c'est une zone pas de non-droit, parce qu'en réalité, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il n'y a pas une délinquance particulière qui sévit là-bas. Mais en tout cas, c'est moche. C'est moche. Aujourd'hui, je le dis par rapport au risque d'inondation, si demain on aménage cette partie-là, peut-être qu'on pourra prévoir aussi une zone d'expansion de crue qui pourra peut-être préserver les résidences qui existent déjà. Parce qu'en réalité, vous savez comment ça se passe, hein, en zone PPRI, en fait, on fait le plus, le moins. Si on voit qu'effectivement, si on voit qu'il y a des endroits qu'il faut protéger, et donc ça veut dire qu'il faut mettre en plus, ça veut dire qu'il faut rendre, entre guillemets, du dénivelé pour pouvoir faire en sorte que l'eau puisse s'écouler ou y être stockée. Donc en fait, en réalité, ce projet-là, il sera vu avec l'architecte des bâtiments de France, avec tous ceux qui ont à connaître, entre guillemets, de ces questions d'environnement et d'aménagement, le SIAG, avec le conseil départemental, puisqu'il finance sous condition les aménagements qui sont faits. Et donc à partir de là, nous on voudrait qu'on puisse y installer des activités autour de l'eau. Alors il n'y a pas toujours de l'eau, mais des fois quand l'eau est là, c'est plutôt problématique. Mais en tout cas, voilà, on a un territoire, on a un espace aujourd'hui qui est vaste, hein, une dizaine d'hectares, et on doit pouvoir, je pense, construire un projet qui sera peut-être pas forcément au bord de l'eau, parce qu'effectivement, on va avoir des contraintes, mais qui pourra prendre sa source, peut-être, le projet, je parle, à l'avenue de la République et s'étendre vers l'eau, en fait. Donc c'est pour ça que sur un espace naturel, je pense qu'on doit pouvoir, parce que tout n'est pas exactement classé, il y a des bâtiments qui sont déjà existants, on doit pouvoir aujourd'hui y implanter des choses, comme d'ailleurs l'ont fait certains qui, en site naturel classé, on a la mairie par exemple de Brunoy qui a fait une guinguette sur l'île de Brunoy. Donc il y a des projets possibles, et donc oui, il y a une guinguette sur l'île de Brunoy à côté de voilà. Donc en fait aujourd'hui les projets sont réalisables. Il faut juste s'assurer entre guillemets que c'est bien réalisable et pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire en fait en gros comment ça s'appelle, installer les agrès et après se faire taper sur les doigts par le conseil départemental parce qu'on n'aurait pas dû le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que tout le monde... Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un projet immobilier sur le parking en fait, du continent. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait sur le parking, il y avait l'idée d'une rénovation complète, puisque j'ai cru comprendre que le propriétaire avait accepté de louer à la municipalité ce parking pour pouvoir le remettre à disposition. Il semble surtout qu'il y a un projet de 70 logements qui sont... Je ne suis pas au courant. Non. Mais pour le coup, si c'est pas signé, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Mais à la place de proximité. Oui, alors. Oui.
Ça, c'est autre chose. J'avais pas compris votre question. Ouais, je crois que c'était sur le parking de Coxy Market. Oui, effectivement. Alors, en face donc en fait, sur les terrains de comment ça s'appelle, de l'hôpital, de la clinique, on va dire, de Lille, effectivement, il y a un projet de 2 fois 35, je vais faire ça à la louche, hein, c'est pas exactement ça. Je crois que c'est 30 et 34. 30 et 34, je crois qu'il y a 64 logements qui sont prévus là. Il y a 30 logements qui sont des logements thérapeutiques qui sont prévus pour des jeunes et qui s'inscrivent dans la continuité de l'activité de l'hôpital, de la clinique de Lille, en fait, puisque l'idée, c'est que, comment ça s'appelle, il puisse y avoir des jeunes en difficulté qui puissent être hébergés là, et derrière, c'est-à-dire tout de suite derrière la boulangerie. Voilà. Là, il y a un projet immobilier, effectivement, de 34 logements qui est prévu. Alors non, parce que le terrain, comment dire, le projet est construit en retrait. Il est construit au droit du mur. A priori, l'accès au parking de ce programme se ferait par l'impasse aujourd'hui qui existe. Voilà. Et je crois que le permis a été déposé en décembre et que je ne sais pas s'il sera signé là ou prochainement ou pas, mais vous connaissez ma philosophie. Je l'ai dit tout à l'heure plusieurs fois sur le fait que nous, les problèmes collectifs. Alors je le dis, il y aura peut-être un modérato sur par exemple les 30 logements thérapeutiques, parce qu'effectivement, c'est le business. Je le dis, nous dans notre philosophie générale, on ne veut pas entraver comment dire, les activités économiques. En l'occurrence, là, ça s'inscrit directement dans le projet de la clinique de Lille. Et donc sur ça, pour moi, il n'y a aucun problème. Par contre, sur les 34 logements de promotion immobilière, eh ben, on verra, si ce n'est pas déjà signé, on verra le programme pour le faire entrer dans nos carcans à nous. Mais je le dis, si ce n'est pas déjà signé. C'est en zone inondable, effectivement, en partie. Le parc est protégé. C'est ça. C'est à M. Chagnac le terrain. Oui, je sais. Même si la mairie s'oppose, c'est du privé. Il y a un plan local d'urbanisme. Là, pour l'instant, je crois que c'est une zone qui n'est pas... Moi, j'ai pas cette philosophie de toujours évacuer comme ça en disant quand en fait je discute avec les gens et que derrière effectivement je me mets d'accord et que quand on vient me voir pour me demander des comptes, je dis non mais ça c'est du privé, je m'y intéresse pas. En réalité, bien sûr que comment s'appelle le promoteur, il a discuté avec tout le monde. Donc pour le coup, c'est pas parce que effectivement il y a des zones de construction, il y a des règles de construction, il y a des règles d'urbanisme, et si effectivement c'est pas conforme, et et aujourd'hui, il y a un droit de regard absolument. Bien sûr. Heureusement, il y a eu plusieurs projets de privés qui ont été refusés par la mairie sur cette mandature. Donc l'argument qui dit on ne peut pas s'y intéresser parce que c'est du privé ne tient pas. Bien sûr que la mairie a un droit de regard, mais Oui, c'est puis en aussi... général, c'est des années de procès, après, c'est des procédures, mais ça doit se faire. Quand c'est pas fait, c'est pas fait. ce qu'on veut aussi. Oui, voilà. Je crois qu'on arrive dans la zone limite là, parce que je crois que le projet a été déposé fin novembre de mémoire, et on doit être au bout du délai d'instruction. Donc en fait, normalement, dans les prochaines semaines, je crois qu'une décision sera prise. Après, ça veut dire que si, comment dire, vous savez que même quand la décision est prise, on peut faire des recours. En tout cas, moi, on a rencontré le porteur du projet et on lui a fait savoir que ce projet-là ne nous convenait pas. En l'état. 4 octobre, le dépôt du permis, c'est ça ? 4 octobre. Donc on y arrive. Avis de dépôt le 4 octobre. Oui, bien sûr. Mais après, vous savez, il y a plein de consultations, etc. Voilà. Et en tout cas, le projet n'est pas esthétiquement convenable. Ça fait un mur colossal. Aujourd'hui, là où on a un écran de végétation, on va se retrouver avec un bâtiment qui fait
qui est énorme en fait, et clairement nous on n'est pas favorable. Je reviens sur ce que je disais, on n'est pas favorable au projet tel qu'il est aujourd'hui conçu et pensé. Mais c'est surtout des logements, ça implique potentiellement des familles et donc des enfants, mais déjà les familles, c'est comment Ça occasionne aussi des parkings. Et là, pour le coup, donc là, dans ce secteur-là, effectivement, il y a un problème qu'il faut régler. Avant, je le dis parce qu'on peut toujours courir après les promoteurs. Là, en l'occurrence, ces 34 logements-là qui sont prévus, nous, on n'y est pas favorable. Donc, on a d'autres idées, d'autres projets, d'autres lieux. Je reviens à ce que je disais sur l'avenue de la République, au bas de l'hôpital, sur cette friche aujourd'hui qui est laissée à l'abandon. Là, on peut produire, à mon avis, du logement. On peut réhabiliter de façon qualitative. On peut faire revivre ce quartier. Mais pour le coup, densifier le centre-ville, ça nous paraît être une mauvaise idée aujourd'hui. Ne serait-ce que parce qu'effectivement, il n'y a plus de place dans les écoles en centre-ville et qu'on ne sait pas comment on va accueillir aujourd'hui les enfants qui vont arriver dans ce projet Île-au-Centre, en fait, celui qui est entre les deux écoles, mais aussi les centres. Comment ? Pardon ? Qui sont stérilisés en fait. Il y a un test qui a été demandé aux familles pour être sûr qu'elles n'auraient pas d'enfants. Des familles qui viennent des bâtiments roses. Oui, et c'est gens qui laissent leur appartement Moi, je dis ce que j'ai entendu. Une personne de 60 ans prend un appartement à l'Île-au-Centre, elle n'aura pas d'enfant. Par contre, celle qui prendra l'appartement de la dame de 60 ans au bâtiment rose, à moins qu'on fasse une gêne comme ça, et à mon avis, c'est du boulot, c'est 60 ans, 55 ans. On n'a pas le droit de vendre à quelqu'un de 55 ans. Est-ce que vous avez la ménopause pour quelle en fait, on disait qu'on ne peut pas maîtriser le peuplement dans les logements sociaux, mais alors dans le privé, ça va être terrible là, pour les prochaines années. Je crois qu'on n'a pas le droit de les interdire les enfants. Enfin, tu veux dire, à faire un arrêté municipal sur ce quartier-là, il est interdit d'avoir des enfants, c'est ça? Mais bon, en tout cas, on verra bien. Voilà, bon, et ben puisqu'on est sur des notes d'humour, je vous propose pardon. Alors, je vous propose de conclure, je cède la parole pour conclure à Yvan Klein. Un mot pour la conclusion, en fait, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Ma réflexion, c'est celle-ci. Quand on a à Crosne un homme comme M. Chanéac, je dirais la dimension qu'il a à Crosne, on ne peut pas être dans un rapport de force. On ne peut pas être dans un rapport de force. Donc, on ne peut pas évoquer d'emblée un procès, d'emblée un désaccord dur. Il faut forcément discuter, négocier. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec lui, et c'est ce que je crois Christophe a exprimé, mais on ne peut pas couper les ponts complètement avec un homme comme lui, parce qu'il a des projets d'investissement qui concernent toute la ville. On est dans un domaine qui est celui de la santé, et on sait que dans cette vallée, c'est une des principales sources d'emploi, le domaine de la santé. Et c'est un peu notre philosophie dans cette équipe, et je voudrais conclure là-dessus. Justement, on a parlé de démocratie participative. C'est notre philosophie à nous, le dialogue. Et c'est ce sur quoi on va avancer justement, à la fois dans cette dimension de négociation que Christophe a menée et continuera de mener, s'il est élu, si nous sommes élus demain, mais nous également, à notre niveau, dans notre programme, on l'a dit plusieurs fois ce soir, il y aura une concertation permanente. On a pris un engagement dans la charte éthique également de faire par exemple des consultations avec les Crosnois tous les 6 mois, et que vous puissiez nous interroger, si nous sommes demain évidemment en responsabilité, directement sur l'exécution des délégations que nous assumons. C'est le mot de la fin que je voulais mettre en avant pour dire que c'est vraiment notre démarche, une démarche participative, équilibrée, et j'espère que voilà, elle vous conviendra. Je rajoute juste un petit mot, c'est que la philosophie de ce soir, en fait, c'est, pour rebondir exactement sur ce que vient de dire Yvan, c'est exactement aussi la philosophie de ce qu'on veut faire si on est élu demain. C'est que, vous voyez, vous posez des questions, et en fait, c'est pas toujours
celui qui est tête de liste, celui qui a vocation à être le maire qui répond. Parce qu'en réalité, chacun est investi à plein sur son domaine de compétences, et chacun peut apporter des réponses lui-même pour qu'on ne découvre pas au bout de 6 ans qu'il avait la parole. Voilà. Merci. Bonsoir.